Devant ce décor magnifique, je repense à, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à notre cher Éric Zemmour, hein. Je ne sais pas, je l'aime bien, mais jusqu'à un certain point. Mais là, en fait, tant que je vois de la beauté, j'ai l'opposé qui s'affiche dans mon esprit, et donc je vois la gueule de Éric Zemmour. Et je repense à une discussion qu'il a eue, ce faux agent du mondialisme, ce vrai agent du mondialisme, mais faux résistant évidemment, avec son autre cousin tribaliste. Comment il s'appelle? Glucksmann. Glucksmann, ils ont fait un faux débat, j'en ai déjà parlé. Je fais une aparté, une remarque, parce que ça me fait penser à ça. Éric Zemmour nous a sorti, donc lui il défend la Hongrie, tandis que Glucksmann défendait je ne sais plus quoi, puis on s'en fout un petit peu, mais il joue les opposants, bref. Et donc dans ce faux débat, chacun s'en renvoie la balle pour pouvoir rebondir, évidemment, c'est de bonne guerre. Et donc Glucksmann il envoie un rebond magnifique à Zemmour pour comparer la situation de la France avec la Hongrie. Donc en comparant la France avec la Hongrie, forcément il choisit ses exemples qui l'arrangent, hein, évidemment, Zemmour. Donc il rebondit sur si on était en Hongrie, il y aurait eu ci, cela, par rapport aux remarques que Glucksmann lui fait. Et donc à un moment il sort ouais, mais si on était en Hongrie, il n'y aurait pas eu. Alors il cite plusieurs personnes qui se sont fait tuer par des soi-disant musulmans. Donc il cite, je ne sais plus, j'ai oublié les noms, j'ai surtout retenu celui que toute l'extrême droite, entre guillemets, utilise tout le temps sans arrêt, c'est Lola, la petite Lola qui s'est fait tuer par une folle dingue, soi-disant OQTF tout court, hein, des pays de l'Est, ça c'est Zemmour qui est un OQTF des pays de l'Est, et toute sa tribu. Mais là, pour le coup, c'était une jeune étudiante complètement ravagée, en réalité c'est un acte de sorcellerie. Elle a été missionnée pour tuer cet enfant en particulier, elle a assassiné sauvagement, paix à son âme à cette petite, bref, ils en ont fait tout un pataquès. Parce que des crimes de sorcellerie, il y en a plein. Mais bon, bref, c'est même pas le sujet. Je ne m'attarde pas là-dessus. C'est juste que Zemmour, il a rebondi là-dessus en disant voilà, s'il y avait Orban, il n'y aurait pas eu de ceci, il n'y aurait pas eu de cela. Et il a listé donc ces crimes faits par des étrangers. Il a sélectionné parce que si vous voulez avoir l'ampleur du nombre de crimes qu'il y a dans ce pays chaque année, vous verrez que la majorité ne sont pas d'origine étrangère. Voilà, il suffit de regarder n'importe quelle émission sur les crimes de faits divers et vous allez voir l'ampleur des dégâts. C'est ça qui est génial, c'est que les gens ils ont tendance à juste regarder un exemple ou deux et ils en font des généralités. Surtout quand c'est médiatisé, ça permet d'ancrer définitivement ce mensonge. Ça m'a juste fait penser qu'il aurait pu se dire aussi que dans le monde d'Orban, il aurait pu parler par exemple de Ariel Melki Chamoun. C'est un conducteur de SUV d'obédience judaïsante, donc de sa communauté, qui a, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu plus d'1 an à Paris. Il a écrasé un cycliste, il roulait sur une piste cyclable et ils ont eu un accrochage avec un jeune cycliste de 26-27 ans qui s'est plaint parce qu'il lui a roulé sur le pied. Donc il a mis un coup sur le capot, je crois, pour râler, pour dire qu'il s'est un peu mis devant, pour lui dire tu vas où, qu'est-ce que tu fais. Donc le gars complètement en tort, mais qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il lui a roulé dessus, marche avant, marche arrière et il est reparti, le gamin est mort, paix à son âme. Il l'a assassiné, mais il l'a pas assassiné dans un contexte classique, il lui a roulé dessus. C'est pas, il y a eu un accrochage et par concours de circonstances, machin, non, c'est un crime. Et le mec, il était tellement démoniaquement habité qu'il lui a roulé dessus. Et pour l'instant, c'est pas encore jugé. Il a pas pu fuir en Israël parce que sinon il serait barré, je pense, clairement. Le mec, il allait chez le médecin, soi-disant pour sa fille, c'est de la légende, hein. Et le petit jeune à vélo sur sa piste cyclable, il devait le faire chier. Il lui a roulé dessus, le gamin n'a pas aimé, il lui a tapé sur le capot en lui disant tu vas où, tu m'écrases et qu'est-ce que tu fais, t'es en tort. Le gars, il faut pas lui dire qu'il est en tort, il lui a roulé dessus. Je sais pas, est-ce qu'il sait qu'en France on a tué aussi? Ça, c'est un exemple. On peut rouler sur quelqu'un, c'est un assassinat. Et vous allez voir que c'est un accident, ça va passer entre les gouttes. Pourquoi il n'en parle pas, ça, Zemmour? C'est marrant. Non, c'est vraiment marrant, moi je trouve ça très très surprenant. Je comprends pas le délire de se dire le mec il va dénoncer des choses. Oui, en France, si on était chez Urban, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. Mais il y a plein de crimes, tu les connais les crimes qu'il y a en Hongrie? Espèce de bouffon. Et comment? Il n'y a personne en face pour le contredire. Vous voyez, donc il y a Glucksmann, mais Glucksmann il était là pour se faire vitrifier vivant et ensuite de donc ouvrir le chemin vers la gloire de Zemmour, qui forcément c'est comme un combat truqué, vous mettez un tocard en face, vous êtes sûr de le coucher, et puis vous allez en sortir que vainqueur, et vous allez justement faire briller votre personnalité alors que ça a été fabriqué. Vous mettez un vrai combattant idéologique en face, et Zemmour il se fait manger en 2 minutes, parce que n'importe quelle personne minimum cultivée sur les soucis de ce pays et le fonctionnement et les diableries qui sont mises en place par les dirigeants de ce pays, et Zemmour se fait dérouiller en deux minutes, pas plus, pas moins. C'est pas compliqué, mais bon, apparemment, on sélectionne les sparring pour Zemmour, et
Et qui de mieux que de la communauté pour servir d'amuse-gueule à celui qu'on veut mettre sur le devant de la scène? On a la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Glucksmann, enfin ce jour-là, quoi. Et donc vous avez d'autres cas de figure. Par exemple, vous avez le cas du jeune vigile avec son chien. Il était donc dans un magasin de bricolage, je crois, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Et j'ai oublié, Saïd Bourara, je crois qu'il s'appelait comme ça, c'est ça, paix à son âme. Il a refusé des gens, c'était à la fin du magasin, à la fin de l'ouverture de la journée de travail, donc quelque chose comme 18 ou 19 heures, et il refuse donc à une ou deux personnes de rentrer dans le magasin. Les mecs, ils pètent un plomb, ils disent: mais qu'est-ce que tu fais, tu ne me connais pas toi? Puis il dit: le magasin il est fermé, merci, au revoir, la journée est finie, on ferme. Les mecs, ils n'ont pas aimé, ils sont accrochés, propos racistes, ils sont partis, et ils sont revenus. Quelques temps après, ils sont arrivés à 6, et ils l'ont coursé, ils ont voulu se battre avec lui. Et finalement, il s'est noyé dans le canal qui passait juste derrière le magasin, Saïd Bourarache. 6 gars de la LDJ, dont un en particulier parce qu'il s'est mis torse nu, et des témoins qui ont vu le gars, et il avait un tatouage de la LDJ, je ne sais plus exactement ce que c'est, je dis ça de tête, donc je ne sais plus très bien exactement les détails. Et ça, il n'en parle pas, Éric Zemmour. Crime. Il est mort. Ils l'ont noyé, ils l'ont tué, ils l'ont jeté dans le canal. Je ne sais plus quel canal c'était, voilà. Et il n'en parle pas de ce genre de choses. Et on peut en trouver plein, des trucs comme ça. Alors, par exemple, je ne sais pas si Urban, on peut tuer quelqu'un dans une mosquée, on lui met 20 coups de couteau, 30 ou 40 coups de couteau, alors que le gars il vient dans une mosquée, il dit je vais apprendre à faire la prière. La personne, paix à son âme, j'ai oublié son nom, un jeune Sénégalais d'une vingtaine d'années. Ah là, ça, on ne parle pas de QTF, hein, parce que là, le gars, c'était un étranger aussi, hein, mais il était inséré. Et il professait juste la bonne parole dans son comportement et dans ses mots, évidemment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé quelqu'un qui lui est venu lui demander comment on fait la prière. Et il savait très bien qu'en demandant cela, la personne allait se mettre à quatre pattes et baisser la tête pour le sol pour montrer les gestes de la prière musulmane. Et c'est ce qui s'est passé. Le gars s'est exécuté, il lui a montré la manière de faire des génuflexions. Et le gars a sorti un couteau, c'était filmé. Et il l'a poignardé 30, 40 coups de couteau. Il insulte son dieu, je ne dirais pas le mot. Et voilà, et le mec il se barre, et ensuite il est exfiltré, hein, parce qu'il part en Italie, ensuite il est d'abord à Narbonne, après il repart en Italie. Tout le monde le cherche, mais personne ne le trouve. Finalement, il était 7 ans en Italie. Traverse des frontières, ça a gueulé chercher partout, mais bon, ils sont bien foutus de notre gueule. Donc c'était un coup monté, arrangé du moins, avec une exfiltration adaptée. Mais c'est pas grave, hein, ça marche en France. Donc ça me fait rigoler, doucement rigoler, qu'on ne relève pas ça. Donc vive la France, vive la manipulation, vive les menteurs. Sans contradiction, ça marche. Et après, on nous fait croire qu'on est au pays des libertés. Presque on aurait envie de dire on est au pays de la vérité. Non, la vérité, elle a été assassinée il y a longtemps. On l'a étouffée et on lui a tout fait. On a fait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais s'exprimer. La preuve. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Surtout que vous êtes en forme, comme toujours, mais avec le soleil qui fait aujourd'hui, je pense que ça devrait aller, même si vous n'êtes pas ici directement. Vous pouvez en profiter à travers l'écran. Petite dose de vitamine D en Wi-Fi. C'est possible, hein, tout est possible. On est en France, hein, je vous le rappelle, donc tout est possible. En France, on est quand même sur un endroit pas dégueu, malgré la fin de l'année qui arrive, et les températures qui sont très très clémentes ici au bord de la Méditerranée. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, on est à Cannes. Il n'y a pas de festival de Cannes, mais il y a quand même un festival pas en France d'ailleurs, hein, mais un festival de crapulerie qui continue, qui se poursuit, qui ne change pas. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Donc tous les jours on a ces doses d'informations. On se dit qu'on a touché le fond, et encore une fois, le jour suivant prouve que non, on n'a pas encore touché le fond. On peut aller encore plus loin. Et comment on peut aller plus loin? C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'allumer sa télé et d'écouter les infamies de ceux qui sont censés nous représenter, c'est-à-dire les députés, les élus diverses et variés. C'est surtout des gameleurs qui sont là pour prendre une place et pour dérouler un programme, en échange évidemment de sommes assez conséquentes. Je parle évidemment d'argent et d'autres avantages en nature qui correspondent à un salaire, donc des gameleurs. Donc ces gameleurs, ils sont là pour vous raconter des fadaises et vous orienter idéologiquement vers une diablerie
qui servira à créer le chaos. Aujourd'hui, on a le gameleur en chef. Ça fait 2-3 jours qu'il a ouvert sa grande bouche. C'est Laurent Wauquiez, ou Wauquiez, je ne sais jamais comment ça se prononce, je ne sais pas si on prononce le Z. En tout cas, lui, c'est le dernier de la liste. Hein. Sur l'alphabet, c'est sûr que c'est un Z, son prénom. Mais bon, il s'appelle Wauquiez, donc W, on n'est pas loin non plus. Alors lui, c'est un mec, comme vous le savez sûrement, il se permettait de manger au service, aux frais de la princesse, autrement dit nous-mêmes. Je crois qu'il est président de la région Rhône-Alpes, Auvergne, le nom a changé depuis quelque temps. Et il aurait fait venir, il aurait financé des repas avec l'équivalent de 1000 € par personne pour des soirées au niveau de la région. Je ne sais pas les détails, mais bon, vous cherchez, vous trouverez. Où il a payé, je crois, 180 000 € pour un repas. Voilà. Il y a un repas, 1000 € que monsieur a payé. Et ça, c'est un exemple. Hein. Et ce mec-là, donc ce parasite, parce que ça fait 25 ans qu'il fait de la politique et qu'il n'a absolument aucun revenu autre que la politique. Hein. Après, il a dû s'acheter des biens avec ses revenus d'homme politique, ce qui fait que c'est de l'argent public, donc il a eu de l'argent grâce à nous. Et ce parasite, c'est un parasite, comme il doit faire bonne figure, parce qu'il est obligé de faire bonne figure, parce qu'il doit évoluer dans sa carrière de parasite et de sous-homme, et il se permet, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, de donner des gages de sa soumission, parce qu'ils doivent le faire régulièrement. Tous les hommes politiques et les femmes politiques doivent donner des gages de soumission à leur maître. Et comment on donne des gages de soumission à ses maîtres sans qu'on vous le demande? En allant dans le sens du vent, c'est-à-dire que vous savez déjà ce qu'il faut dire pour valider votre soumission et pour qu'on vous regarde. Et le meilleur moyen en France, c'est de taper sur l'islam et les musulmans encore et encore et encore et encore. On ne change pas une infamie qui gagne. Et Wauquiez l'a très bien compris. Et aujourd'hui, ce mec, cette baltringue, j'ai même pas d'autres mots. C'est même pas un homme, il n'est même pas viril. Il sent la trouille à 15 km, on voit que c'est un mec qui... Je sais même pas s'il s'est déjà pris une tarte dans sa gueule, autre que celle de ses parents. Hein. Et encore, je suis pas sûr. Ou alors il a dû se faire déboîter le caisson, ce qui est fort probable, parce que la majorité des mecs dans ce pays, ceux qui sont soi-disant virils, et qui soi-disant gonflent les épaules pour dire ce qu'il faut faire ou pas dans ce pays, je parle des hommes politiques encore une fois, sont tous des baltringues. Voilà, tous. Ils sont tous la lâcheté, ils sont l'opposé du discours qu'ils tiennent. C'est-à-dire aucune virilité, aucune force, aucun pouvoir, aucun courage. Rien. Ils parlent pour les autres, ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais vécues, qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais exercées. Et ils vous en parlent comme si c'était des warriors, des grands combattants de la vie, expérimentés, etc. Donc il nous explique, ce Wauquiez, qu'il fallait absolument... On lui a pas demandé son avis, hein. Il est arrivé sur une chaîne de télé, donc on lui ouvre les plateaux. Je crois que c'est sur LCI, et il a ouvert sa grande gueule de parasite en disant qu'il va falloir interdire le voile des filles des mineurs, tout simplement. Donc les filles mineures sur l'espace public, pour l'instant. Donc il estime que c'est un projet important. C'est vrai qu'en France, on a que ça à foutre, que tout va bien. Évidemment, je vous refais pas le tableau. On sait tous dans quel état se trouve le pays. Mais apparemment, cette baltringue, lui, il sait. Et il sait que la priorité, c'est d'interdire à une fille de mettre un voile sur sa tête si elle n'est pas majeure. Voilà. Alors il y avait un petit commentaire qui faisait un parallèle entre ce qu'il propose lui et la réalité de ce pays, pour vous dire à quel point c'est le foutage de gueule. Donc il y a des gens qui lui ont fait remarquer que, ah oui, en France, donc, toi tu estimes qu'il est important de se contrôler ce qu'une fillette, une fille, parce que si elle a 15, 16 ans, 14 ans, 13 ans, peu importe, c'est une fille, une jeune femme, elle peut mettre sur sa tête, mais par contre, en France, on peut, en étant mineur toujours, choisir son orientation sexuelle, c'est-à-dire pas son orientation, son genre sexuel. On peut entamer un traitement, c'est possible. Pour se changer, se dégenrer, ça on peut le faire. On peut aussi avoir des rapports sexuels à partir de 15 ans, puisque c'est la majorité sexuelle, elle est à 15 ans en France, donc mineur, ça on peut. Et par contre, on peut pas, selon lui, on peut pas d'essayer de mettre un tissu sur sa tête. Vous voyez là la bêtise. Et puis surtout, en quoi ça change? Est-ce que c'est important? En plus, il a expliqué, c'est pas seulement qu'il a expliqué ça, il a expliqué que c'est pas les valeurs de la France d'avoir un foulard sur sa tête pour une femme, et que s'ils veulent mettre un foulard sur la tête, qu'elles aillent dans des pays musulmans. Donc elles dégagent en fait. Donc ça montre la bêtise du gars, mais il allait tellement loin en fait. Il allait tellement loin que ça en devient ridicule. Et je comprends pas le projet en fait de s'humilier de cette façon. Enfin si, je le comprends. Il y a longtemps qu'on l'a compris d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que le mec, il arrive, il vous explique ça,
Et il a juste oublié qu'en France, c'est une terre chrétienne, donc, et que la mère de celui qu'on appelle le Christ, elle est juste voilée. Mais ça, apparemment, ça rentre pas dans ça s'inscrit pas dans sa tête minuscule. C'est trop petit, ça rentre pas. Donc quand on a soi-disant un pays où 36 000 églises, hein, donc 36 000 églises égale la religion du Christ. C'est là où on pratique le culte du Christ. Le Christ qui est crucifié dans toutes les églises. Hein. Et sa mère est quand même un personnage très important. C'est la Sainte Vierge. Donc elle a un foulard sur sa tête. Il n'y a aucune représentation de cette Vierge qui n'a pas de foulard. Un foulard typiquement islamique, exactement le même. Donc à quel moment on nous explique cette incohérence? Il faudrait juste être cohérent 2 secondes justement à ce cher bonhomme, ce cher, cette baltringue, hein, excusez-moi du terme, mais je peux pas le qualifier autrement. Donc ce guignol nous explique ça, en oubliant évidemment, parce qu'il y a quand même des choses à pas oublier, parce que c'est quand même important de le rappeler, c'est que le gars, il oublie juste en disant ça, en plus de ce que je viens d'énoncer, c'est que ça concernera donc que les femmes voilées, parce que c'est religieux, c'est la République, c'est laïque, machin. Mais qu'en est-il juste de la kippa? Juste de la kippa. Pour les mineurs, parce qu'ils la portent depuis très jeune, hein, la kippa, c'est pareil. Là, c'est différent, ça concerne que les mecs. C'est pareil, c'est un signe religieux, ça n'est pas chrétien, ça n'est même pas français tout court. Donc là, non, ils n'en parlent pas, évidemment qu'ils n'en parlent pas, donc on le sait. Puis alors, je parle pas de la croix, mais la croix, c'est encore différent, parce qu'on va faire le focus jusqu'au bout. On va dire qu'en France, on est dans un pays chrétien, donc on peut tolérer, mineur, pas mineur, le port de la croix. Moi, je suis pour porter tout, hein, je m'en fous. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, il ne faut pas faire l'hypocrite. C'est soit on fait tout pour tout le monde, de la même manière, soit on fait rien. On ne fait pas une sélection. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est une sélection, évidemment. On choisit d'orienter le débat vers les musulmans, tout simplement. Et donc là, on est vraiment dans un cas de figure centré sur les musulmans. Donc c'est prévu, hein, il n'y a rien de choquant. Donc M. Wauquiez, il a donné encore une fois les garanties pour dire de quel côté il est. Il a fait un geste de soumission. À ce niveau-là, il était tellement soumis qu'en fait, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il était déjà à 4 pattes, il avait déjà plus de froc. Et il attendait de se faire, je ne vais pas parler méchamment, mais je suis désolé de vous donner ces images-là, mais il n'y a que ça je vois pas d'autres images. Je peux pas, ça peut être de la prostitution, et en plus bénévole. C'est pour vous dire le niveau. Hein. C'est incroyable, hein, mais je vous promets que c'est vrai. Et donc, c'est fort. C'est très très fort dans ce pays, on ne se cache plus. On peut ouvertement insulter une communauté toute la journée, matin, midi et soir, et vous dire en même temps, mais on ne vous insulte pas. C'est vous qui dominez ce pays. L'entrisme des frères musulmans. C'est vous qui le dominez ce pays. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Hé Eric Zemmour, ça y est, je l'ai trouvé. Le village des Schtroumpfs musulmans, il est là. Ah, là-bas, c'est la maison du grand Schtroumpf musulman, l'imam musulman. Et là, c'est le village. Voilà, tu cherchais, il est là. Tu n'allais pas bien chercher longtemps. T'as pas bien cherché, je crois, frère. Et bon, voilà, tu seras content. Tu peux venir maintenant te défouler sur ta cible préférée, Monsieur Zemmour. Azmour, Monsieur le Maghrébin. D'ailleurs, tu as juste à gauche, là au fond, c'est ta tante, hein, c'est ton champignon à toi. Alors, t'as oublié qui tu étais? Allez, viens, frère. Viens manger le couscous de la paix. Mais étouffe-toi avec surtout. On nous dit qu'il y a une 5e colonne, enfin c'est toujours ce qu'on nous dit, c'est la communauté juive qui nous dit ça. C'est tous les journalistes, tous les commentateurs, les présentateurs. Je fais attention de ne pas me casser la gueule. Je suis sur les rochers. Donc je vais éviter de tomber, ce sera mieux. Donc c'est tous les journalistes, ou d'obédience juive, ou juifs tout court, ou soumis à Israël. Ils viennent me parler tout matin, midi et soir de cette fameuse 5e colonne des frères musulmans. Je n'étais pas au courant, moi. Moi, je vois que des juifs à la télé qui parlent. Pas des musulmans, je vois que des juifs à la télé. Et le seul musulman qui passe à la télé, il a soigneusement été, entre guillemets, sélectionné pour ressembler à une caricature de ce qu'on imagine être un musulman. Donc à l'époque coloniale, évidemment. Où on voit, je fais référence évidemment à Charles Roumi, hein, évidemment, et pas Charles Goumi. Donc Richard Charles Roumi, c'est son nom de baptême, c'est son nom judaïque, parce qu'il passe son temps à parler d'Israël, à être en visite en Israël, à parler des valeurs juives,
Alors que lui, il est musulman. Enfin, je sais pas. C'est ce qu'ils disent. Hein. Il paraît que c'est l'imam de Drancy. Personne ne l'a jamais vu prier à Drancy. Je soupçonne que personne ne l'a jamais vu prier tout court. Par contre, aller porter une kippa et aller sur le mur de lamentation et en même temps se lamenter avec un français détruit, c'est une insulte de la langue française. Autrement dit, ils ont créé un espèce de Frankenstein. D'ailleurs, il y a Netflix qui a fait un film, une série, enfin qui a refait un film sur Frankenstein. Ça devrait s'appeler plutôt le Chalgoumi, non, Charles Romistein. Voilà, c'est une espèce de création. Ils ont pris des bouts de, c'est même pas des bouts d'islam, ils ont pris des bouts de ce que vous voulez, de tout ce qui est débile, tous les clichés. Donc, qui a pris ces bouts? La communauté juive française, hein, évidemment, qui avait besoin de créer une espèce de golem, justement, parce qu'ils aiment bien créer des monstres et des choses comme ça. Donc ils ont créé ce golem qu'on appelle donc le Charles Romistein, et on lui met dans sa bouche des mots qu'il ne pouvait même pas tenir, puisque il sait même pas s'exprimer en français. Et le mec, le comble du comble, il a quand même sorti un livre, coécrit soi-disant avec David Pujadas, le maran. Parce que c'est un maran, hein, David Pujadas. Hein. Renseignez-vous, et même si on n'a pas la preuve à 100%, on a suffisamment d'éléments qui vont vers dans ce sens-là. Donc, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Il contrôle les images, il contrôle le son, il contrôle ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il peut vous donner une image qui a la pureté du cristal et vous faire croire tout ce que l'esprit peut imaginer. Ce n'est pas une défaillance de votre télévision. Non, non, non. Car ça va au-delà du réel. Ça, c'est l'introduction que j'ai adaptée à ma sauce et que j'ai à moitié oubliée, qui est celle de la série aux frontières du réel, donc des années 60, où ils vous manipulent l'image, l'écran, etc. Le discours, et ils arrivent à interférer dans votre réflexion jusqu'à imposer ce que vous êtes censé comprendre. Et aller jusqu'au fait de vous faire penser des choses que vous n'avez même pas imaginées, en pensant que c'est votre question, votre réflexion propre. Autrement dit, du Inception dans le texte. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez le film Inception. Comment on met la graine d'une pensée dans un esprit, et une graine d'une pensée étrangère à votre propre réflexion, mais on vous l'intègre dans votre psyché sans que vous vous en rendiez compte. Et à la fin, vous pensez que vous avez une idée qui vous est propre alors que ce n'est pas du tout la vôtre. On est en plein dedans. Et on utilise beaucoup de subterfuges comme celui-ci, en France, hein, je parle juste en France. Je ne vais pas aller au-delà. Donc on a notre cher Charles Roumet et notre Vauquiez qui travaillent pour la même cause, pour le même dirigeant de ce pays, la 5e colonne juive, pas islamiste. Pas des frères musulmans, des frères juifs, c'est tout. On va appeler un chat, et un traître, et une 5e colonne infiltrée. Une 5e colonne infiltrée, c'est tout. Ni plus, ni moins. Écoute le bruit. Ou plutôt, entends le silence. Ah, ça change du vomi de Glucksmann. Ah oula, ça fait même du bien. Par respect pour le silence, je vais me taire quelques instants. Le silence. Je crois qu'il n'y a que ça de vrai en vérité. Il y en a qui devraient prendre exemple sur le silence et l'affermer à tout jamais. Je pense que c'est de salubrité publique. Ça peut pas faire de mal. Au contraire, il y a des bénéfices à obtenir en se taisant un petit peu. Et j'entends déjà certains dire derrière leur écran, mais commence par toi, ferme-la. Moi, j'entends pas ça. Ma perception s'arrête avant l'énoncé de cette phrase, donc elle ne comprend pas. Le gogol de... Je fais l'homme politique, hein. On fait de la merde, on entube les gens, puis quand les gens vous l'expliquent et vous le mettent en pleine face, on comprend pas. On devient subitement abruti. Voilà.
paraît que la nuit ça porte conseil. Donc on va attendre que les conseils arrivent avant de donner une opinion ou de s'exprimer. Mais bon, je crois que je vais attendre longtemps. C'est une ville très étrange, Cannes. Il y a beaucoup de cassos et de charclos, et d'ivrognes et de chiteux. Il y en a plein. Et c'est fou, hein, ça doit attirer. Cette fausse lumière doit attirer les cas désespérés de la société, je sais pas. Un peu comme à Las Vegas, où tout arrive, ça attire tout. Les travailleurs, les businessmen, les opportunistes. Et il y a du déchet à la fin de la casse. Et il reste sur le carreau tous les cassos, attirés par la lumière ou je ne sais quoi. Petite pensée émue pour Charles le Pauvre. Parce que je peux pas vous dire plus, je pense à toute sa famille. Hôtel des milliardaires. Vous payez une blinde pour aller louer une chambre. Ça doit coûter encore, je sais pas, des chambres de 3000 € en moyenne. Pourquoi? Pour aller roupiller. Ça court. On court à notre perte, mais ça court quand même. Allez, je vous rassure, c'est pas un père. Hein. C'était une chaise sur laquelle je me suis assise, comme celle que vous voyez à côté. Il y a plein de chaises ici. Alors l'humeur est au rouge fixe, et pas au beau fixe. Une petite lune, ou une croissante lune du moins, je sais pas si c'est visible l'image, avec un beau reflet sur la mer, la ville tout au loin, et vive la France, et l'écroulement qui arrive gentiment là-bas, on peut voir, je sais pas si ça apparaît, un avion qui est en train d'atterrir. Je pense que c'est l'aéroport de Nice là-bas derrière. Il doit y avoir un aérodrome, je sais pas. Ah, ça doit être l'aéroport de Nice. Il est à 30 bandes, 20 bandes d'ici, donc ça doit être ça. La vie continue, les gens atterrissent. Il n'y a que nous qui sommes encore en train de planer. C'est ça qui est fou, c'est qu'on plane tout le temps. Bon, ça court toujours. Ça marche aussi des fois. En tout cas, ça avance, ça se déplace, il y a du mouvement. L'animation. Toi, soit tu es blessé, soit tu as un souci. Et désolé, vraiment, j'ai absolument rien à te donner à Gamel. Ça me dérange pas si je t'appelle frère. Hein, je t'appelle en vif, frère. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ouf quand même, hein? Non? Je crois qu'il y en a un qui me kiffe là. Il m'a suivi. C'est incroyable. Il cherche des amis, je sais pas. Alors je suppose, je confonds toujours avec une mouette et goéland, mais je suppose que c'est une mouette. Et les goélands, c'est les plus gros. Mais dis-moi frère, tu vas où? Bon, je t'appelle frère. Hein. On fait un petit bout de chemin ensemble, tu veux me suivre finalement? Allez, viens. Bon, peut-être que tu connais une route, allez, je te suis. Montre-moi le chemin. Éclaire-moi. Bon, ici, on n'est pas aux States, t'es pas un aigle. Mais bon, je te suis quand même, alors. Où est-ce qu'on va comme ça? Moi, j'aurais pris tout droit. C'est par là, non? Ça se voit que t'es blessé, tu t'es fait attaquer par quelque chose, c'est pas possible autrement. T'as une aile éclatée, je pense que tu peux plus voler. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Petite mouette, peux-tu voler seulement? Même si tu as des ailes? Non? Moi, je vais continuer un peu par là, tu vois. Je vais partir par là, moi. Tu me suis ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Et je te jure, je te promets, j'ai absolument rien à te donner à manger, donc je peux même pas t'aider. J'ai rien du tout. Bon. Moi, je continue par là, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, moi, je continue. On se dit adieu? Tu penses qu'à vol d'oiseau, c'est loin, là où je vais?
Ce vol d'oiseau, ça te connaît, toi? C'est éclaté comme van, on dirait des Gad Elmaleh et du Laurent Ruquier fusionné, autant dire que c'est de la merde. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Bon, allez, moi je m'en vais. Tchuss, rest in peace. Ciao. Il est beau le chemtrail là. Hein, il est pas mal. C'est joli, hein. Et tout ce que vous voyez là, les nuages aussi, c'est des résidus de chemtrail. Et tout au-dessus, je sais pas si on voit, il y a un avion. Il passe, lui, étonnamment, lui, il lâche rien. Bon, il a basse altitude par rapport à ceux qui passent qui les traînés. Mais bon, quand même. Mais c'est comme ça. On doit s'habituer à ce ciel incroyable. Évidemment, tout à fait naturel, hein. Pourquoi y voir malice alors que c'est juste les effets naturels de la pluie, de la condensation, de l'humidité. Enfin bref, toujours les mêmes falaises qu'on doit gober sans mâcher évidemment. Le problème c'est que si on gobe sans mâcher, on risque de s'étouffer. Et à croire que c'est ce qu'ils recherchent, mais s'étouffer avec leurs mensonges, c'est pour eux, ainsi ne plus jamais pouvoir prononcer la vérité. C'est voulu, c'est comme ça. Elle est belle la nature, hein. 100% création naturelle. L'homme n'a absolument rien à voir dans l'équation, mais pourtant, il se la pète, il dit qu'il va protéger la Terre en envoyant des produits chimiques dans le ciel pour éviter à cette dernière, donc Mère Nature, la planète, hein, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, qu'elle soit protégée des rayons nocifs du soleil, des ultraviolets, des ultras dangereux, des ultras tout court, supporters de Marseille et les ultras de Paris aussi, et de n'importe quel autre club de football, avec des supporters dégénérés, évidemment, je parle des vrais supporters, la plupart sont dégénérés, mais j'ai rien contre eux. J'ai été supporter, mais bon, je me suis arrêté avant la dégénérescence. J'étais jeune, j'étais supporter quand j'étais mineur. Après, je m'ai plus vraiment, ça m'a plus intéressé. J'ai laissé ça au fada. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je critique pas, je me moque. Enfin, si, je critique en même temps. C'est pas, on va pas se mentir, comme diraient les jeunes. Ce qui est génial ici, c'est que vous avez l'impression d'être hors du temps, que vous êtes tout seul au milieu de la nature, alors que vous êtes tout près du continent et de la population. Et ça, c'est quand même, ça donne cette impression géniale. Ça vaut pas cher, hein, de vivre en paix. Ça veut dire quoi, ça vaut pas cher de vivre en paix? Ça vaut pas cher au niveau pécunier, mais ça vaut cher au niveau liberté, au niveau action personnelle. On sera toujours restreint par rapport à ça. La vie est simple en vérité, mais c'est pour parvenir à cette simplicité que ça se complique. Parce que ça dépend pas de nous, tout simplement. Je sais pas s'il y a des sangliers ici, mais bon. On sait jamais sur un malentendu. Et c'est toujours pareil, hein, c'est toujours l'autre qui fait obstacle à nos aspirations en général. Quand je dis l'autre, c'est pas le voisin, hein, c'est l'autorité. L'autorité qui est personnelle et impersonnelle. Parce qu'on la connaît, l'autorité. C'est elle qui fait loi. Mais on n'a pas de visage. Comme disait François Hollande, le président de l'autre pays du fromage, qui est l'État imposteur d'Israël, hein, tout simplement. C'est toujours pareil. Il n'y a toujours rien avec cet État, rien d'autre. Et ben, il nous disait que mon ennemi, il n'a pas de visage. Il n'a pas de frontières. Et blablabla, blablabla. Mon ennemi, c'est la finance. Ouais, il les a bien aidés, ça. Heureusement que c'était leur ennemi. C'était son ennemi, la finance. Si ça avait été son ami, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait ouvert toutes les portes et il a surtout ouvert la grande porte à la finance via notre cher Macron. Ça, c'est. Il faudra juste le rappeler que c'est quand même Hollande qui a fait entrer le loup dans la bergerie, tout simplement. Enfin, rien de nouveau sous le soleil et sous les pins. Alors je reprends ce que je disais plus tôt ou plus tard, parce que je ne sais même pas quel jour on est, puisque c'est sur plusieurs jours que je réalise cette vidéo. Donc je reprends simplement l'idée développée qui me revient, c'est-à-dire qu'on fait une guerre contre les musulmans évidemment,
que vous vous êtes impliqué, que vous le vouliez ou non, que vous fermiez vos oreilles, fermiez les yeux, on vous l'impose, vous trouverez toujours une information sur le sujet qui vous arrivera d'une manière ou d'une autre. Enfin, on vous force. C'est un viol informatif. Et ce qui est encore mieux aujourd'hui, c'est qu'avant, on pouvait être insultant et dénigrer une certaine catégorie de la population de manière discrète, sans s'afficher, sans se filmer, à la maison, on va dire, entre soi. Mais là, c'est fini, tout ça. Et ils ont franchi un cap où ils n'ont plus aucun problème à dire les choses ouvertement. Mieux, ils se filment et ils l'annoncent à la télévision, sur différentes manières sur différents réseaux du moins, et ils en ont, enfin, en réalité, ils en ont rien à faire des conséquences, puisqu'ils doivent avoir un permis d'insulter, un permis de racisme, un permis de haine qui les assure d'être inattaquables. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est fait récemment avec l'histoire des... Je ne sais pas si c'était un meeting d'une communauté juive ou c'était un sermon dans une église, dans une synagogue, j'en sais rien. En tout cas, c'était en France, c'était en français dans le texte. Et on a eu droit à des déclarations que vous pouvez trouver partout. Où, alors j'ai oublié le nom du gars, j'ai complètement... Son nom m'a échappé, mais il est en train de faire... donc il parle à des gens. Je pense pas que ce soit pendant une session de prière, c'était pendant une réunion, voilà. Bref. Et il expliquait, donc je pense que c'est un rabbin ou un haut dignitaire juif, je ne sais pas de quel niveau, mais bon, peu importe, où il expliquait qu'en France, la France travaille, enfin la communauté juive travaille avec les services de renseignement français pour savoir à peu près combien il y a de musulmans en France. Donc ils se renseignent. Donc ces gens-là, ils se cachent pas. Hein. C'est ses propres propos, c'est pas moi qui les invente. Donc pour lui, il annonce ouvertement que la France travaille avec les services de renseignement, donc je ne sais pas lesquels, mais les services sûrement un peu secrets, pour savoir combien il y a de musulmans en France. Et ils expliquent également qu'ils ont même recensé le nombre d'Algériens en France. Voilà, tranquille. Parce que c'est devenu un danger, les musulmans. C'est important de savoir combien ils sont. Par rapport au judaïsme, évidemment, par rapport aux juifs. Parce qu'ils sont victimes. Sachez-le. Vous ne le saviez pas encore? Non. Et si, en France, on connaît. Victimisation à outrance. Pleurniche matin, midi et soir. Alors qu'on voit qu'à la télévision qu'ils ont à peu près leur mot à dire sur tout ce qui se passe dans ce pays, qu'ils ont accès à tous les médias, toute la journée, qui créent des gens, pour parler au nom de certaines communautés. Donc ils ont créé le patriotisme juif avec Éric Zemmour, c'est juste incroyable. Ensuite, si vous n'êtes pas content, vous avez, pour imaginer, pour vous donner une idée du fait que, en fait, on vous banane pas, donc on vous crée des opposants. Donc ils ont mis Glucksmann en face, qui est donc juste un blaireau de la communauté, hein, mais qui joue son petit rôle de je ne sais quoi d'ailleurs, alors que le mec il est impliqué, en particulier ce qui s'est passé en Ukraine, juste à côté de la Moldavie il me semble, ou la Géorgie, je ne sais plus, pareil, il y a des soulèvements. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le débat du Glucksmann Zemmour, c'est Zemmour qui a traité Glucksmann de BHL. BHL, l'autre partie du fromage. Enfin, c'est pas l'autre patrie, mais c'est l'autre partie du fromage faux français d'ailleurs. C'est plus un fromage français, c'est une tambouille qu'on nous a mis en France pour nous faire accepter que finalement la France était peuplée de juifs depuis toujours. Hein. C'est le retour. Leur Dieu leur a promis, il y a 8 milliards d'années, avant même que la Terre existe, il y avait déjà des juifs dans l'espace qui lévitaient. D'où la tribu des Lévis. Ils lévitent, lévitation de vitesse et de France. France n'existait pas, mais les Lévis, oui, puisqu'ils lévitaient. D'où le mot français, léviter. Hein, pas léviter dans le sens esquive, léviter dans le sens espace. Voler, survoler, être au-dessus de tout, au-dessus de l'humanité. Voilà. Et au bout, vous avez le phare. Là, vous avez un phare. Pas le phare d'une voiture, pas le phare en arabe, le phare qui veut dire la souris, mais un phare qui illumine. Alors, c'est pas le phare d'Alexandrie, c'est un autre phare. Il y en a deux d'ailleurs. Alors, on arrive au bout de la jetée, comme le film de Chris Marquette qui s'appelle La Jetée, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est pas la jetée d'un port, c'est la jetée de l'aéroport de Orly. C'est un court-métrage avec des images. C'était pas de la pellicule, c'était que des images. Comme un roman photo mais animé, fantastique, qui a eu un prix, donc c'est le genre fantastique, hein, c'est pas le film, qui a eu un prix en 62, je crois, et qui a ensuite été adapté, mais plutôt, du moins, l'idée a été adaptée pour faire un film qu'on appelle aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui toujours d'ailleurs, L'Armée des 12 singes. Ça sert d'introduction et de conclusion au film. Et c'est ce film-là, donc, c'est un film français, tourné sur la jetée de
de l'aéroport d'Orly dans les années 60, voilà. Rien à voir, hein, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'est venu à l'esprit. Très beau phare, hein, ceci dit. Pas très grand, mais très très joli. Et oui, ils ont une technique danger, accès interdit au public. Comme les médias, c'est interdit au public. Très dangereux. Très très dangereux. Donc, vous avez des créateurs de chaos, et ensuite, pour vous orienter dans ce chaos, pour orienter votre haine, et vous créez une peur qu'on vous a, comme je le disais plus tôt, on vous a dit que vous allez avoir peur, on vous a mis cette graine dans l'esprit, et donc c'est eux qui la font pousser, et puis ensuite ils orientent, ils taillent les branches de cette peur. Son tronc, ils le guident, ensuite ils taillent les branches charpentières, et ils font en sorte de donner une forme. Alors c'est pas l'arbre de vie évidemment, c'est celui de la mort. L'arbre de vie qui, je le rappelle encore une fois dans le judaïsme, est un élément principal, important, et dans la Kabbale en particulier. Mais ça c'est un autre débat. Donc ils vous créent des arbres de vie, de peur, de ressenti, d'émotions diverses et variées, et c'est eux qui le font pousser, qui le font évoluer, et qui le taillent en fonction de leurs envies et de l'objectif à atteindre, enfin qu'ils doivent vous faire atteindre, parce que ça les concerne pas évidemment. Et donc vous avez donc sur tout le spectre de pensée, de débat, etc., tous leurs soldats, leurs petits soldats, donc les plus ridicules, Zemmour, Glucksmann, BHL, Attali aussi, le sorcier, et puis d'autres encore. Après, vous avez des agents qui ne sont pas ouvertement déclarés, mais qui sont eux-mêmes utiles par rapport à ça. Et vous les retrouvez dans différents médias qui viennent. Vous en avez un en particulier, c'est Pascal Pro. Vous avez aussi Goldnagel. Bon, Pascal Pro, il fait pas partie de la communauté, mais il est tellement soumis qu'on peut penser qu'il en est. Mais punaise, je pense qu'il a pas de face. Et il y en a un autre aussi. Je sais pas si c'est sur la même chaîne ou une chaîne concurrente. Enfin, c'est Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. C'est Truchot, Olivier Truchot. Je crois que niveau soumission, on a rarement fait mieux. Alors, je sais pas, c'est quoi le projet de ces gens-là. Moi, je me pose la question de me dire, mais c'est quoi leur projet? Ils ont pas de face. Tout ça pour la gamelle. C'est des gameleurs. Hein. C'est vraiment la gamelle, donne à manger. 1 € s'il vous plaît. Mais ils ont plus d'honneur, plus de face. Ils se soumettent au plus fort. Vous inversez la situation. Si c'était les musulmans qui avaient le pouvoir dans ce pays, vraiment, on inverse vraiment les rôles. Donc on pouvait produire nos films, on avait nos médias. Si on dirigeait les médias, voilà. Si on dirigeait vraiment les médias comme ils nous le disent, alors que c'est eux, et qu'on aurait donc inversé les rôles, vous imaginez bien que autre chose serait totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'autrement dit, il serait en train de nous suivre. Il serait en train de suivre nous, les musulmans. Il serait soumis. Il défendrait bec et ongles. Il n'aurait aucun problème de comment on appelle ça, d'honneur, comment on appelle ça. Je dis honneur, mais c'est pas d'honneur. Il n'a pas de face. Il est en fonction du vent. Il tourne en fonction du vent. Voilà. Il est versatile. Donc c'est des gens qui n'ont pas de face. C'est des hypocrites, c'est des faillots, c'est des balances. C'est des sous-hommes, tout simplement. Ils n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas d'honneur. Et en France, on en a plein. D'ailleurs, tous les gens courageux de ce pays, tous les gens sincères, honnêtes, patriotes, vraiment dans le premier sens du terme, ceux qui se sont battus pour ce pays, qui voulaient son bien, avec le temps, ils ont été éradiqués. Ils sont fait éliminer au fur et à mesure par les plus vils, les plus grosses crapules, les plus gros traîtres. Et aujourd'hui, leurs descendants sont à la tête du pays. Voilà, tout simplement. Donc les meilleurs sont partis avec les périodes de guerre, donc on les a tués. Ensuite, on les a éradiqués au fur et à mesure, parce que ça passe bien les guerres. Si vous voulez éliminer les gens, c'est un bon camouflage pour justement faire disparaître vos crimes. Voilà, c'est dans la masse. On ne fait pas attention qui a tué qui voilà, c'est la désinformation la guerre, hein, donc on peut camoufler les choses, inventer des réalités. C'est ce qui se passe actuellement, voilà, on y est. Vous avez un doute? Non, ben, il est levé, je pense. Il est levé. Donc ça, c'est un galet. Je sais pas si vous savez ce que c'est un galet. Voilà. C'est un galet ou alors c'est un œuf de dinosaure. Et ça, je le sais pas. C'est une sculpture d'œuf de dinosaure, ou alors non, c'est carrément un œuf de dinosaure. Non, c'est pas ça. Ou alors c'est un triangle isocèle orienté. Ah ouais, voilà, je suis con, c'est les frères musulmans, donc c'est orienté vers la Mecque, c'est pour se diriger dans le sens pour la prière, hein, tout simplement. Donc voilà, vous tout droit par là, c'est la Mecque. Vous pouvez prier par là si vous souhaitez. En trêve de blabla et de bêtises, je dis n'importe quoi. C'est plutôt tourné vers Jérusalem en fait. Parce que quand on regarde bien, non, on est par là, c'est à peu près ça. C'est dans cette direction-là. Plutôt par là, je pense. Je parle des sirènes du phare d'Alexandrie. Un peu plus loin. Un peu plus loin, parce que c'est par là-bas que ça se passe. C'est juste un peu derrière, en vérité. Pas très loin, mais un peu plus loin. Ah, c'est la nuit. Les phares s'allument. Les lampadaires s'allument.
Lorient va être pointé du doigt, puisque c'est le phare qui illumine la route de Lorient. Donc voilà. Donc bon voilà, en face vous voyez un hôtel qui s'appelle le Splendide, je pense qu'il est loin. Peut-être qu'on arrive à le voir d'ici, mais trop loin je pense. Il s'appelle le Splendide, comme le café-théâtre à Paris, sauf qu'ici c'est un hôtel 12 étoiles. À mon avis, vous laissez un rein si vous allez dormir là-bas. Je pense que vous ne ressortez même pas vivant tellement la facture. Je pense qu'elle vous liquéfie. Comme disait Smaïn, tu vas payer avec ta carte bleue. Quand elle va voir la facture, elle va devenir verte maladive. Eh ben, c'est possible que ce soit le cas là-bas. Je pense que vous faites un emprunt direct sur 12 ans, et puis sur 12 ans, sur 120 ans, et vous et vos enfants. Une chambre à 1000 balles, 2000 balles, enfin, c'est ça les tarifs. Hein. Après, je connais pas exactement Splendide, mais c'est tous ceux qui sont sur cette côte. Il y a, je sais pas moi, 10 ou 15 palaces, peut-être, un truc comme ça. Donc c'est des 1000 balles minimum. Hein. Minimum. C'est magnifique. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à boucler la fin de mois, qui ne peuvent même pas se chauffer. Puis à côté de ça, vous avez toujours, c'est pas d'aujourd'hui, hein, des gens qui claquent leur argent, vous ce que vous consommez, ce que vous dépensez en un an, ils le claquent en un jour. Voilà. Normal, parce qu'ils n'ont pas de problème. On vit dans deux mondes différents, mais qui se côtoient. C'est ça qui est très étonnant. Enfin voilà quoi, donc la suite au prochain épisode. Bon, t'es toujours là, toi. Allez, on va marcher un petit peu, tu viens? Allez, raconte-moi ta journée. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as mangé un mulot ou deux? Une souris, un rat? Non? Tu viens ou pas? Bon, j'ai rien contre les pistes cyclables, mais juste ça casse les couilles, quoi. Ça, c'est pour pas être vulgaire. Il y a plus de place, on est sur un trottoir, mais bon, apparemment toutes les mairies de nombreuses villes en France ont décidé de casser les pieds à tout le monde. Moi j'étais un peu vulgaire, désolé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le principe. Hein. Alors aussi, ce qui est bien, c'est pas ici que je vous l'ai montré. Un petit reste de chemtrail aussi, sympa. Petite balade. Pour vous donner aussi mon avis, hein, parce que j'ai toujours mon avis à donner. Alors quel est mon avis? Un rond-point pour vélo, incroyable. Donc là, les vélos par ici, et toi qui es à pied, tu passes par là. Voilà. Quel est mon avis? Je ne sais pas, j'ai pas d'avis. De toute façon, je suis comme tout le monde a un avis ici dans ce pays. Des fois, il y a des gens qui le donnent, alors qu'on leur a rien demandé. Je vais recadrer un petit peu, peut-être c'est pas super droit. Bon, je sais pas ce que ça donne, j'essaie de recadrer, mais je suis pas sûr que ça a changé grand chose. Alors oui, je disais donc que je donnais mon avis. Parce que tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas moi? Alors, je repensais à toutes les bêtises qu'on entend, alors on a quand même eu droit. Au début je croyais que c'était une blague. Sarkozy qui sort un livre. Alors bon, faut pas être un génie pour comprendre que c'était du foutage de gueule. Tout est mis en scène depuis le début. Autant sa fameuse peine, je ne sais pas combien d'années. Puis ensuite, il a vraiment été incarcéré, tout en sachant qu'il allait faire que quelques jours. Puis effectivement, il fait 3 semaines. Il sort et il recommence footing, balade, match de foot, enfin, il reprend sa vie, tout le monde l'a soutenu. Et dans la foulée, il sort un livre. C'est pas une insulte, ça? Alors, moi, j'évite de commenter, j'en fais des commentaires, j'en fais très peu sur ce genre de choses. Je fais une analyse finale, plutôt. Parce qu'il n'y a rien à dire, en vérité, c'est juste de la manipulation. Ça va vous faire voyager émotionnellement d'un état vers un autre. Toujours avec un timing précis. Hein. Alors, Sarkozy, c'est d'un côté, un des plus grands criminels de l'histoire moderne. Il y avait un commentaire, juste titre, sur mon vidéo précédente, qui expliquait que Sarkozy avait vendu 600 tonnes d'or. À moindre frais à des amis à lui, je pense. Hein. J'en avais parlé dans un article que j'avais écrit il y a quelques années. Il n'a pas fait que ça, il en a fait tellement des forfaitures qu'on ne s'arrête plus. Et il avait donc, entre autres, donc vendu 600 tonnes d'or à un prix ridicule à l'époque, juste avant que les prix commencent à exploser. C'était juste après l'écroulement monétaire en 2008. Donc juste dans cette foulée-là, et avant 2011, il a vendu à un moment où c'était vraiment le plus bas, donc il y avait des centaines de millions
crois que même si on a dépassé le milliard d'économies qu'il a fait à ses copains qui ont racheté ça, dont on n'a aucune idée de qui ils sont, parce qu'on ne sait pas, qui les a achetés. En tout cas, il a fait de l'oseille, sachant qu'ils avaient anticipé la future montée. C'est des gens qui sont dans la finance, évidemment. Donc vous pensez bien que le gars, il sait de quoi il parle. C'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd, hein, évidemment. Mais bon, ça aussi, je peux pas le dire. C'est du complotisme. Et aujourd'hui, on a l'autre baltringue de son mini lui, mais en plus grand, c'est-à-dire son fils, Louis Sarkozy, l'immigré hongrois, enfin fils d'immigré hongrois, lui-même hongrois. Sa mère, elle est d'origine espagnole. Lui, est hongrois par son père et grec par son père, et il est espagnol par sa mère. Et il a vécu aux États-Unis, il a fait même des corps d'armée militaire aux États-Unis. Bon, il devait être implanqué comme tous les fils d'eux. Mettez ce que vous voulez après fils d'eux. Gentil comme vulgaire, tout va. Mais surtout vulgaire, parce que c'est rien d'autre que des gens vulgaires, donc ils sont dans la vulgarité absolue. D'ailleurs, à côté du mot vulgarité, il y a la photo de Louis Sarkozy et de Nicolas, et de tous ces gens-là, Balkany et compagnie. Vous savez, Balkany, Sarkozy, ça rime avec, ça fait un peu italien, etc., alors qu'ils sont tous sauf italiens. C'est dommage qu'ils n'ont pas le nom qui correspond à leur patronyme, ça désignerait tout de suite l'origine du gars. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que son fils, donc Louis, fils de délinquant, donc de criminel, nous explique qu'il faudrait faire venir les étrangers, il faudrait les naturaliser, mais seulement s'ils font ils font l'armée, un truc comme ça. Et il faudrait 10% des gens, des immigrés, enfin des migrants, je ne sais pas même pas comment il a qualifié ça, et il faudrait leur faire l'armée, faire la guerre quoi en fait, hein. Pour la France évidemment. Et surtout ceux qui sont délinquants, c'est ce qu'il expliquait. Donc il y a quelqu'un, encore une fois, très intelligemment qui a répondu « Mais donc on va commencer par envoyer ton père alors ?» Parce que son père c'est un immigré délinquant. Hein. Sarkozy, je le rappelle encore, Nicolas. C'est Nicolas qui paye, cette phrase de décérébré. Bref, Nicolas qui paye. Comme s'il y avait des Nicolas qui payaient dans ce pays. C'est vrai que tout le monde, tous les gens qui sont d'origine étrangère, c'est que des assistés. J'avais oublié, c'est vrai qu'en France on est tellement con que l'argent on le donne. T'es bronzé, basané, tu t'appelles Moulou, tu t'appelles je sais pas quoi, allez tiens, de l'oseille, gratos. Faut être con quand même pour croire ça. Faut vraiment être décérébré. Je crois que c'est fini, le QI, il vous a quitté pour ceux qui pensent au-dessus du reste de l'humanité. Il vous a quitté. C'est une séparation de corps et de biens. À supposer qu'il y a déjà eu une union, je suis pas sûr. Hein. Quand on voit les décérébrés qui circulent dans ce pays, qui ont la parole, et ce qu'est devenu la France, on se pose la question sur à quel moment il y a eu une intelligence, si ce n'est artificielle, qui a évolué dans ce pays et qui a été utilisée pour développer ce pays. Non, il n'y a pas d'intelligence, il y a que la crapulerie, il y a que des parvenus. La preuve, on a l'élite de la France, c'est que des abrutis. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas le délire. Enfin bref, donc il nous a expliqué qu'il fallait envoyer des délinquants faire la guerre. Des délinquants immigrés, ça peut être que ça. Hein. Dans sa bouche, c'est toujours des délinquants immigrés. C'est jamais des délinquants tout court. Mais comme on parle de nationalité, de faire la guerre, donc il a réussi à faire un combo entre l'actualité, c'est-à-dire faire la guerre, l'armée française, hein, contre une nation qui ne vous a rien fait, autrement dit la Russie, et envoyer des immigrés, parce que parler d'immigration, ça colle à l'agenda. Vous avez vu le combo qu'il nous a fait? C'est tellement grossier. C'est à l'image des gens de ce pays et de ce qu'on mérite. On mérite de se faire insulter de manière grossière. Parce qu'on n'a pas manifesté. Si, on a manifesté parce qu'on n'a pas retourné le pays quand il fallait le faire. À l'époque des Gilets jaunes, ou ensuite avec le Covid et le passeport sanitaire, le contrôle total de nos vies et l'injection de produits potentiellement mortels de force par les dirigeants vendus par les labos, achetés par les labos, qui n'ont pas été poursuivis évidemment. Et je vous annonce encore une mauvaise nouvelle, ça va revenir, hein. Je le redis, hein. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça, ils n'ont pas lâché l'affaire, c'est juste une pause, ils vont revenir avec une autre épidémie, et ils vont encore resserrer la vis pour qu'on ait quasiment plus d'échappatoire. Ils vont trouver donc le moyen légal, le moyen le plus légal, c'est vous empêcher, légal selon eux, même s'il y a des travaux là. Ouais, ils ont fait une pause, je peux reprendre. Donc je disais, ils vont revenir, hein, vous inquiétez pas. Magnifique Streliza. Et des palmiers, je crois que c'est des palmiers phénix. Je suis pas certain, mais il me semble. Il n'y a que des beaux palmiers ici, très bien entretenus. Comme quasiment toute la Côte d'Azur. Ça, pour ça, on peut pas dire le contraire, mais en France, on sait s'occuper des plantes. Pas qu'en France d'ailleurs, mais en France, c'est vraiment quelque chose de qualité qui est fait. Et c'est pas faute d'avoir été attaqué par certains
parasites, des insectes qui rongeaient à l'intérieur. Il y a eu pas mal de plantes, d'arbres qui sont morts. Bref, donc je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, explique-moi. Quelles sont tes revendications, cher ami? Tu peux me dire? Non, vraiment, j'aimerais bien comprendre. Ah bah oui, ça te fait chier, je comprends. Tu comptes voler un jour ou pas? Juste comme ça? Ou alors t'es un jeune. Peut-être t'es un jeune, mais t'es blessé, donc je sais pas. On se retrouve un peu plus tard, là je vais un peu avancer plus vite que ce que je fais depuis tout à l'heure. Hein. À toutes. Je vous disais, je disais, donc en France, on va arriver à la suite, comme ailleurs dans le monde, parce que c'est mondial, donc d'une nouvelle épidémie. Ça va encore prendre quelques temps, mais ça se précise. Il lâche pas l'affaire par rapport au fait de nous annoncer ponctuellement des petites mises à jour virales avec tel virus à tel endroit en Afrique, toujours en Afrique ou en Chine ou en Inde. Il y a eu une recrudescence de ceci, une montée subite de cela, des cas stupéfiants ici. Et l'OMS est en alerte, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Là, on a eu, hier ou avant-hier, je crois, on a eu le cas de, comment on appelle ça, la vache aviaire, n'importe quoi, la grippe aviaire. Il y a eu une transmission, je crois que c'est aux États-Unis, des volailles à l'homme. Il y a eu un premier cas. Ça commence comme dans les films, c'est pareil. Ils vous annoncent un petit truc comme ça, vous dites ah ouais d'accord, puis après tout le monde s'en fout parce qu'on se dit ça ne nous concerne pas, et puis après ça s'accélère, et après tout le monde est contaminé, et après ça devient un fait accompli. Il n'y a plus de légende, c'est parce que les médias sont passés par là. Ils ont été là dès le départ, c'est eux les instigateurs. Et nous on est là, on se dit mais ils se foutent pas un peu de notre gueule, et ça va revenir, je vous le dis, donc voilà. Alors là, il va falloir anticiper ce que vous n'avez pas fait avant, il va falloir le faire prochainement. Quoi faire? Je ne sais pas, parce que toutes les portes sont fermées en vérité. Toutes les portes sont fermées. La monnaie numérique est plus présente que jamais. Ils effacent les distributeurs, ils les suppriment petit à petit, mais avec persévérance, donc il y en a de moins en moins. Et au final, je ne sais pas, je comprends pas comment on fait qu'on ne réagit pas. On va se retrouver un jour, voilà, ils vont nous annoncer comme pour le Covid. Vous ne pourrez plus rien faire, ces vaccinations, les gens auront encore plus peur, mais il y aura autant de gens qui seront dans la défiance, parce qu'il y aura toujours cette histoire du Covid qui n'a pas été acceptée. Il y a encore des gens qui se baignent, hein, et en plus en maillot, ils ont du courage. Je sais pas comment ils font. Enfin bref, la vue pas terrible ici, je vais peut-être retourner dans les jardins, parce que c'était plus sympa. Alors depuis tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. Je sais pas si vous voyez ici. Et là. Je me demandais ce que c'était, et en fait je viens de percuter que c'est une ferme piscicole. C'est de l'élevage de poissons marins, pour la consommation humaine évidemment, entre donc Cannes et les îles de Lérins. Et je me disais tiens, je pensais que c'était un club nautique, ou je comprenais pas parce que c'était au large. Enfin au large, façon de parler, c'est à 500 mètres. 500 mètres des côtes, hein, c'est pas très loin. Et je me posais la question, et je viens de voir là d'ici, je sais pas si ça paraît bien à l'image, mais d'ici où je suis, en dehors de la caméra, on voit relativement bien qu'il s'agit d'une ferme piscicole. Pour moi, c'en est une, hein. Après je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et de ce que je comprends, de ce que j'ai cru entendre, ils élèvent beaucoup de poissons, mais surtout du maquereau. Mais du maquereau humain. Et c'est pas du maquereau de compète, hein, mais c'est du maquereau français. Donc ils les élèvent ici, puis ensuite ils nous les envoient dans tous les ministères, dans les postes de pouvoir et les postes haut placés, où il y a possibilité d'avoir un peu de marge de manœuvre au niveau donc pouvoir, et de d'écrouler le pays gentiment mais sûrement, et tout en s'en mettant plein les fouilles. C'est un maquereau à poche, c'est une variété méditerranéenne, mais surtout française. Et il y a beaucoup de maquereaux qu'on connaît qui ont été éduqués, qui ont été élevés dans ces bassins. Donc voilà, c'était la minute historico-mythologico-française. On se couchera moins con ce soir, peut-être. Ou pas, ça dépend. Alors soyez vigilants, les chers amis, faites attention à vous. C'est la réponse à apporter. Je suis pas là pour répondre à ça. Hein. Si j'avais une réponse, je me l'appliquerais à moi-même. Évidemment que je la partagerai. Mais je pense que si vous avez une vraie réponse à un vrai problème, on va vraiment vous empêcher de parler. Et pas
Comme les pseudo-dissidents qui pensent qu'ils se font attaquer par des rayons laser. Je fais référence au teubé en chef, Jean-Jacques Crèvecoeur, complètement perché ce pauvre type, qui nous raconte des conneries parce qu'il y a eu son ami chaman, là, l'occultiste en carton évidemment, qui est décédé il y a quelques jours. On lui a rendu hommage, à commencer par notre cher chevaucheur de tigre qui s'est fait un plaisir d'aller montrer sa vacuité intellectuelle en soutenant ce chaman. Le mec, il parle avec des entités invisibles, il parle d'énergie. Toute sa vie, il a brassé de l'air avec ces conneries. Et il n'a jamais cru en un seul Dieu, hein, évidemment. Et l'autre, il lui rend hommage comme si c'était un saint qui aurait fait des choses géniales. Alors qu'il a juste brassé de l'air avec des démons, voilà. Des spectres lumineux qu'il voyait depuis tout petit. C'est ce qu'il disait lui, hein, dans sa tête, dans ses vidéos. Je parle du chaman, hein, je parle pas du chevaucheur de tigre. Qui n'a aucune consistance humaine. Hein. Un jour il vous dit blanc, le lendemain il vous dit noir, sans aucune gêne. Sans aucune gêne. Bref, c'est pas le sujet. Et donc voilà, il y a des faux dissidents en carton qui pensent que qui pensent qu'ils ont la vérité et donc on les attaque avec des rayons laser. Juste cette idée-là, des rayons laser ou ce que vous voulez comme rayon, on leur veut du mal. Alors qu'ils touchent 3 personnes, qu'ils vendent surtout des livres, des conférences et différentes babioles qui ne profitent qu'à eux-mêmes et ils ne proposent aucune vraie solution à part boire des jus de fruits, s'insérer le doigt dans le huc pour vous détendre, ça c'est par rapport aux ondes et au karma, je prends ça au lait porc ou je sais pas. Ou alors c'est une pratique de gros porc, je ne sais pas. Hein. Ou faire une salutation au soleil avec du yoga, voilà. Pratique encore une fois occulte, tournée vers des entités non humaines. Hein. C'est pas ni pour votre bien-être ni pour rien d'autre, c'est une pratique religieuse. Hein. Le yoga, c'est une pratique religieuse. Hein. Il n'y a pas un dieu unique à la fin, mais bon, c'est pas grave, c'est devenu dans la norme. C'est devenu la norme, pardon. Donc voilà, c'est notre monde qui est comme celui qui est ainsi. Voilà, notre monde qui est ainsi. Et comme dirait Kim Novak en 1959, l'important c'est les 3 points. Bon, elle l'a pas dit, on s'en fout. C'est juste pour dire un truc. Je sais que c'est une actrice et je ne sais même pas dans quoi elle a joué. Mais bon, comme on est à Cannes ici, c'est le pays des acteurs et des actrices, donc on vous les met en valeur. Voilà. On est à la croisée des chemins. Où est-ce que je vais? Ici, ici ou ici? Je suis coincé. Mais j'ai la providence qui me suit. Je pense que je peux avoir une aide. Pas le 50-50, pas le coup de fil à un ami, mais la question à ma mouette. Qui me lâche plus. Tu me lâches plus. Bon, on fait quoi? Parce que j'ai pas passé ma journée. Hein? Moi je vais tout droit, je t'ai dit. Tu me suis ou pas? Allez, moi j'y vais. Tchuss. Je sais pas, il a décidé, il cherche des amis. Pauvre, il s'ennuie. Peut-être partir à droite, tiens. Qu'est-ce qu'il me dit lui à droite? Pointe de la Convention, 2800-900, 2009, je sais même pas ce que c'est comme musée sous-marin. Ah, c'est les distances des machins, d'accord. En fait, c'est une route. Il me suit, lui. Incroyable. En plus, tu comprends le français. Allez, viens. On va par là. Viens. Viens par là. Mais j'ai pas de bouffe, hein, je te le dis tout de suite. J'espère rien gratter avec ma gueule. Hein. J'ai les poches vides, j'ai rien. J'accélère un peu, tu me suis? Allez, on court. Décollage. Allez. Allez. Je regarde où je mets les pieds quand même. On court ou pas? Bon, voilà. Les humains, on les fuit, mais les animaux, ils nous coursent. Encore ça, c'est pas méchant. Mais c'est marrant quand même. Tu sais que t'as des ailes, tu pourrais gagner du temps. Vraiment, tu pourrais gagner du temps. Putain, c'est pas un oiseau, c'est un chien. C'est la bouffe, hein. C'est ça qui te fait courir. Vas-y, prends ton envol. Décollage, piste 1. Attention. Non, décolle pas. Bon, tant pis. Bon, tant pis pour ceux qui connaissent, c'est une marque de piano, de clavier électrique, électronique, à l'époque, il y a longtemps. Cadre toujours aussi beau, calme. Alors, c'est quoi que tu veux me montrer ici? Tu m'emmènes jusqu'ici, c'est pourquoi? Quelque chose de particulier à montrer? Ah, la vue? Ah oui. Monsieur, je vois que monsieur a bon goût, ou madame, je ne sais pas si vous êtes madame et monsieur. Toi, la politique, ça t'intéresse pas, toi? T'en fous.
j'ose pas le toucher à cause de son aile, j'ai peur qu'il ait mal. J'ai peur qu'il le prenne mal et que je le blesse encore davantage. Et franchement, entre nous, j'y connais rien, je suis pas veto, je sais même pas comment je pourrais intervenir. C'est sûr que cet oiseau, il a besoin d'aide. Déjà, il a besoin de bouffer, mais il a besoin d'aide aussi. Ça fait quoi, on décolle? Alors, je repense à une personne qui est souvent citée depuis quelque temps, et de manière subite, dans le monde de la carotte. Autrement dit, celui de la dissidence. C'est mademoiselle ou madame, ou monsieur, je ne sais pas, Candace Owens, Sens Gomachining. Enfin bref, comment on peut la qualifier, je ne sais pas. De lanceuse d'alerte, de lanceuse de bullshit surtout. Et elle s'est fait connaître en France. Aux États-Unis, elle était déjà un petit peu plus connue, bien avant en France, mais en France, elle s'est fait connaître avec l'histoire de Brichel, ou Jean-Mich Boul, si vous préférez. Donc l'histoire de Madame Macron serait donc un cum. Elle aurait une bistouquette, etc. et compagnie, machin chouette. Bref, peu importe. Donc elle s'est fait connaître comme ça. Elle aurait eu, à une époque, des révélations à faire. Elle disposait d'informations uniques et exceptionnelles, et surtout croustillantes. Hein, très très croustillantes, ça croustille. Et elle a annoncé ça, donc ça a fait le buzz, et les gens ont commencé à l'écouter. Bon, c'était une Trumpiste à l'époque, maintenant elle est détrumpée, je sais pas quoi. Je sais pas. Ces gens changent d'avis, comme le sens du vent, en fonction des girouettes, pour ne pas dire autre chose. Ah, je sais pas si vous voyez, mais c'est super calme. Moi, je suis pas droit là. On entend les mouches voler, et c'est pas une blague, je viens de l'entendre à l'instant. Je sais pas si ça s'est entendu, mais très calme. Et donc, je disais quoi? Donc, elle s'est fait connaître, elle change d'avis tout le temps. Elle est jeune, elle doit avoir 32, 33 ans, je ne sais pas exactement, de ce que j'ai vu à l'époque. J'ai cherché un petit peu sur le personnage, j'ai vu qu'elle était relativement jeune. Et donc, elle nous a balancé, soi-disant, donc l'histoire de Trump, de Macron, elle allait balancer des choses, etc. Vous allez voir ce que vous allez entendre, vous n'allez pas en croire vos yeux, ni vos oreilles, encore moins vos pieds. Bref, à la fin, c'était du vent, c'était bullshit. Et il y a plein de bouffons, de dissidents, bouffonnes, qui ont relayé, qui lui ont donné du crédit. Et malgré le fait que ça a fait pchit, hein, ils ont quand même suivi cette meuf sortie de nulle part, encore une fois. Et alors elle parle comme si elle avait des choses graves à annoncer. On ne sait même pas comment elle a pu obtenir ces informations super confidentielles. Mais apparemment, elle est dans le secret des... En Europe, ils disent le secret des dieux. Donc, parce que c'est des polythéistes en Europe. Donc elle est peut-être dans le secret des dieux. Bon, c'est une référence à la mythologie, évidemment. Et donc, je trouve ça drôle, déjà, de relayer ce personnage et de ne pas comprendre la carotte gigantesque, de taille vraiment phénoménale, on ne peut pas la rater, qu'elle représente. Mais bon, apparemment, c'est pas... Les alarmes autour d'elle et les néons qui flashent comme ça, de manière violente, systématique et ininterrompue, ne suffisent pas à réveiller les moujons dissidents, les gameleurs au service de leur portefeuille, tout simplement, et du mensonge. J'ai un problème avec l'équilibre de cette... Alors je vais faire une pause, je vais rééquilibrer tout ça. On va dire que ça a rééquilibré, je sais pas trop. On verra à l'image. Et donc là, elle est revenue, parce que... Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Elle est revenue sur le devant de la scène, et là, elle nous a sorti une connerie. Mais une connerie, je sais pas comment c'est possible. Et les gens suivent encore, hein, même si certains bouffons commencent à se dire, mais se foutrait pas un petit peu de notre gueule. Bon bref, je vais résumer de manière très succincte, hein, parce que c'est du foutage de gueule, mais quand même c'est intéressant de l'expliquer, mais sans rentrer dans les détails, parce que c'est une perte de temps. Donc la demoiselle explique que ça a été mis à prix qu'on voudrait lui faire du mal. Donc elle annonce ça sur Twitter, hein, et sur ses réseaux, parce que c'est vrai que les gens de Twitter vont pouvoir l'aider, parce que si elle est recherchée, soi-disant, parce qu'elle a des révélations à faire, qu'elle a déjà fait certaines révélations selon elle. On entend toujours ces révélations, mais bon. Donc sa vie est en danger, et la meilleure façon de se protéger contre les services secrets, l'état profond, pas profond, etc., l'état sous-marin, l'état en apesanteur, peu importe tous ces états dangereux, sans aucun état d'âme d'ailleurs, eh ben, se protéger contre cela, c'est la meilleure façon de faire, c'est de demander aux gens de Twitter de le faire, de vous protéger en les alertant. Parce que quand on alerte quelqu'un sur un réseau,
c'est sûr que d'office, il y a une protection naturelle qui se fait autour de vous, hein, c'est connu. Donc pourquoi s'armer? Pourquoi essayer de devenir anonyme? Pourquoi tout ça? S'il suffit simplement de laisser un tweet et de dire oh mon Dieu, on me veut du mal, Trump et ses agents secrets me veulent du mal, et mieux, les services secrets français et donc Macron voudraient lui faire du mal, l'éliminer. Parce qu'elle a aussi des révélations, elle a expliqué tout un tas de fumisteries. Donc je vous laisse chercher les détails chez les dissidents, n'importe lesquels des dissidents en France, hommes comme femmes, vous pourrez trouver, ils racontent la même chose, donc ils le font le boulot. Enfin, je dis entre guillemets boulot, parce que c'est pas un boulot. Et donc je vous laisse rechercher, parce que je m'en fous en réalité. Mais ce qui me fait rire, c'est que cette bouffonne, parce que c'est qu'une bouffonne, hein, on l'agite comme ça, et les gens continuent à mordre à l'hameçon tout le temps, systématiquement, sans aucune variante. Non, il n'y a pas de variante avec ça. Le mensonge, il est toujours gobé de la même manière, c'est ça qui est consternant. Et qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, plutôt? Il n'y a rien à dire. Voilà. Bah, on continue à s'écrouler. Hein. On continue à voir le monde s'écrouler. On continue à pas comprendre ce qui nous arrive. On est sur les sentiers de la perdition, comme disait le film avec Tom Hanks, très ancien film. Je ne connais que le titre. Je ne l'ai jamais vu. Ou alors je ne me rappelle pas. Voilà, donc on va boire un coup, non? Une borne d'incendie. Il va falloir l'activer, la borne d'incendie, parce que l'incendie, il a bien commencé. Et personne ne s'excite en se disant, mais bon Dieu, il va falloir peut-être l'éteindre, cet incendie, non? On continue à gober du Candace ON, etc. Bon, bref, ça change pas. Jusqu'au prochain épisode, quoi. Bon, c'est confirmé, là, on a une meilleure vision, et effectivement, on a bien des macros ici. Je parle pas de macron, hein, je parle de macros, de véritables macros. J'ai repéré la variété Meierus abibus ioditus, qui pense qu'à pleurnicher. C'est une variété de macro, qui est elle-même macronée par Benjaminus ioditus Mielovicischisus, c'est son vrai nom d'OQTF des pays de l'Est. Donc on a un double élevage de macros en provenance de tous les horizons, sauf celui de la France. Et ça macrotte à fond, en long, en large et à travers. Voilà, cette fois-ci vous tomberez vraiment moins con, hein, je pense, c'est une certitude. La bise à Zemmour. Voilà le fort royal. Où est emprisonné l'homme au masque de fer, selon la légende. Et donc voilà, vous allez vous retrouver prochainement, et moi y compris, dans une nouvelle embrouille sanitaire. Faites attention à vos enfants. Faites vraiment attention à vos enfants. Parce qu'il y a le sanitaire qui vient, mais il y a aussi la guerre. Parce que je reviens à Louis Sarkozy. Donc, ils veulent nous envoyer faire la guerre. Je reviens à Louis Sarkozy. Non, je reviens à l'espèce de métrosexuel efféminé qui pue la trouille, encore une fois. Ils sont tous, encore comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre, ils sont tous efféminés. Et soi-disant, c'est des gens qui sont censés représenter la virilité, l'affrontement, le combat, la bravoure, toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que c'est pas d'être efféminé. Le problème, c'est que quand c'est un homme qui est efféminé, parce qu'une femme qui est féminine, elle peut très bien être courageuse, avoir de la combativité, de la bravoure et du courage, c'est pas un problème. Mais quand c'est un homme qui est efféminé, ça change tout. Au contraire, ça devient insultant. C'est une inversion totale de la nature des choses. Et là, aujourd'hui, on a
Donc j'ai oublié son nom, Mandon, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc cette espèce de chose qui nous parle d'aller sacrifier vos enfants à la guerre, au front russe hein, évidemment, hein. Pas contre un envahisseur, un pays qui vous attaque. Non, c'est une guerre d'un pays qui est à 3000 km à peu près de chez vous, qui ne vous a absolument rien fait, mais dont on devrait, on ne sait pas pour quelle raison, enfin si, il était un imposteur Israël derrière, hein. Mais ça, je ne peux pas le dire, ça compte pas. Donc on occupe tout ça. Et donc il faudra aller, pour on ne sait quelle raison, aller dérouiller du russe, qui vous écraseront si vous y allez, en l'espace d'une journée, je pense, pas plus. Voilà, ça c'est très 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 drôle ça. Alors, quand on voit ça, on se dit mais il est fou. Et Macron, dans la foulée, il nous explique qu'il le soutient, il va dans son sens et qu'il faut... Enfin, je sais pas quel baratin, je l'écoute tellement plus, c'est l'habillage du NOM, du nouvel ordre mondial NOM, hein, N-O-M. Et je dis pas non parce que l'habillage du nom, ça prête à confusion, de l'habillage du NOM, du nouvel ordre mondial. Voilà, c'est une biatch, comme son nom l'indique. Il prend un petit billet. Biatch. Non, biatch, c'est dire autre chose. Mais bon, ça va avec billet, ça rime bien. Donc, vous avez ces cas de figure de personnes qui... Il y en a un qui annonce la... Alors, c'est évidemment, encore une fois, c'est un timing, c'est de la communication, c'est instiller la peur, créer de l'émotion et un certain type d'émotion, hein. Évidemment, un jour, il vous stresse, le lendemain, il vous rend euphorique, et ainsi de suite. Et c'est voulu, il n'y a pas de hasard, hein. C'est un timing voulu, à l'avance, mis en place bien en amont, depuis des mois et des semaines, voire des années. Ils savent comment ils vont parler, ils savent quoi vous faire ressentir, pardon. Et après, ils regardent vos émotions et vos comportements, et ils voient la suite qu'ils donnent. Mais en tout cas, le chemin, il est balisé, c'est pour vous emmener, hein, quelque part, intellectuellement, et après, ils vous cueilleront avec une émotion qui était celle d'origine, et votre réaction surtout qui viendra par rapport à ce qu'ils vous balanceront à un moment ou à un autre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un attentat? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura quelque chose de grave? J'en sais rien. Sûrement. Je dis ça, mais c'est sûr et certain. Parce que c'est toujours le cas. Ils n'ont jamais changé. Après, c'est juste l'habillage. Le fond, c'est le même. L'habillage change. C'est pour ça qu'on ne sait jamais trop comment ils vont lancer les hostilités contre nous à un moment. Et la finalité est qu'ils lanceront les hostilités contre nous, c'est tout. Voilà, vous comprenez un petit peu le schéma. Je l'ai schématisé 1000 fois sur mes vidéos, donc pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Ils comprennent un peu la mécanique. Et pour les autres, ils vont analyser ça. Pourquoi il a dit ça? C'est quoi son projet? Vous voyez bien qu'on a des incompétents, c'est des inconscients, mais vous êtes teubés ou quoi? Encore une fois, c'est de la manipulation, c'est de la mise en scène. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, et ils le savent parfaitement. Comment on peut être encore naïf? Je pense entre autres au chevaucheur de tigre, je l'ai entendu là. Il me fait rire, je l'écoute, je rigole. J'écoute ces conneries. Puis en fait, il raconte que des conneries. Alors c'est bien présenté, hein, il parle bien, il est drôle, machin, sur certains points. Mais en fait, il est pathétique, parce qu'il a 15 ans, 20 ans de blabla. Il a tiré aucun enseignement. Lui et d'autres, hein, ils sont pleins comme ça aussi. Et en fait, c'est du sensationnalisme. Sans voir que les mecs en face, ils se foutent de vos gueules. C'est ça qui me choque. C'est vraiment ça qui me choque. À quoi ça sert de réfléchir, soi-disant, essayer de comprendre le monde dans lequel on est, si c'est pour arriver toujours aux mêmes conclusions, malgré l'accumulation d'informations, de points de vue, de preuves, par la répétition des choses. Donc on tire un enseignement, on n'a pas évolué. Comment c'est possible ça? Ou alors on est teubé, voilà. Je crois qu'intellectuellement il y a un faux contact. Ou alors c'est autre chose, on vit de ça. On a besoin, si jamais on comprend les choses et qu'on explique que finalement c'est pas... le bateau est piloté, hein. C'est peut-être même pire que de dire que c'est des incompétents. Ou alors dire que c'est l'état profond. Je ne vais pas répéter ce que c'est l'état profond, hein. C'est foutage de gueule, ils ne le nomment pas d'ailleurs, ils trouvent des mots génériques comme ça pour vous cacher la réalité, même eux, hein. Pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout des choses? Jusqu'au bout des choses, de dire les choses. L'état profond, pourquoi vous avez peur de dire un chat à un chat? L'état profond égale messianisme, état imposteur d'Israël, destruction du monde tel qu'il est par rapport à une croyance religieuse. Ils vont l'imposer de force, que vous y adhériez ou non, ils en ont rien à foutre, hein. Ça leur va très très bien le fait de vous soumettre intellectuellement, humainement, physiquement, financièrement à leur dogme, pour qu'ensuite vous leur ouvrez la porte, parce que c'est ça qu'il va faire. Vous ouvrez la porte. Et là, ils sont contents. Et là, ils seront très contents même.
Parce qu'en fait, vous n'aurez pas vu venir la chose. Et quand on ne voit pas les choses venir, on ne comprend pas. Comme on n'a pas vu venir la création en 48 d'Israël, on n'a pas compris que l'État profond il était là, et que l'État messianique, il était déjà en train de se structurer. L'époque messianique était en train de se structurer, et qu'elle avançait déjà, alors que nous, on voyait ça encore loin, très très loin. Ouais, vous voyez, c'est ça qui est choquant quand vous comprenez que l'avancement, il est bien avancé, quoi, pour pas me paraphraser. Alors là, le choc est violent, et je crois qu'on y est. Et c'est pour ça que souvent certains veulent pas revoir les choses ou ne le disent pas. Ils seraient choqués de dire, mais en fait, il reste plus grand chose avant les grandes révélations, ce qu'on imagine ne jamais vivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'apocalypse, ce qui est une révélation. Mais en fait, il y a l'apocalypse et puis il y a Armageddon qui est ramené dans les deux. Et Armageddon, c'est à ce moment-là la grande guerre, si vous voulez, les grandes guerres, le grand chaos final. Et ça, tout le monde n'espère pas le vivre, tout le monde en parle, directement ou pas. Mais tout le monde l'évoque d'une manière ou d'une autre, et tout le monde l'imagine, le fantasme, mais personne ne veut le vivre, ce que je peux comprendre. Mais il faut voir les choses en face. Si ça doit arriver, si les signes sont là, pourquoi ne pas le dire? Ou alors on a peur de se tromper, ce que je peux comprendre. Mais il y a des signes qui sont là, hein, malheureusement. Et on peut dire qu'on est dans cette période qui est elle-même assez longue, donc là ça change tout. Une grande période, ça peut être des décennies, voire des siècles. Mais je sais pas, enfin, après de toute façon personne ne le sait. Hein. Alors au début je me demandais où est-ce que je me trouvais, même si j'avais une idée, mais j'étais pas certain en voyant ça. Ça ressemble à tout et en même temps on ne sait pas ce que c'est. Puis finalement c'est indiqué ici. Donc pour ceux qui, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, à partir de 1840, le fort servit de résidence surveillée pour les insurgés capturés lors de la conquête de l'Algérie. Les plus nombreux furent les membres de la Smala d'Abdelkader, prise en 1843. Les prisonniers décédés pendant la détention sont enterrés dans ce cimetière. Donc vous voyez, vous avez plusieurs cimetières, vous en avez un ici, cimetière de Crimée, et puis celui-ci, c'est là où on se trouve, cimetière musulman. Et là, c'est le château, le fort royal, c'est là où est emprisonné le fameux homme au masque de fer. Donc ceci est un cimetière musulman. Donc pendant la conquête de l'Algérie, ce qui est génial, c'est que donc l'émir Abdelkader, il a été donc fait prisonnier ici, et ensuite il a été ramené en métropole. Mais voilà, ça c'est le cimetière musulman. Alors les tombes sont étranges parce que je pense que ça fait des demi-cercles, enfin c'est des cercles mais de forme ovale. Donc c'est assez étrange, c'est pour ça que j'ai eu un doute au début. Je pense que c'était mis de manière arbitraire, ou alors avec le temps ça s'est tassé parce qu'ils sont petits, ces cercles, ils ne sont pas très grands. Et donc on emmenait ici, donc c'était des prisonniers politiques, ils résistaient à la colonisation, crime de lèse-majesté, c'est impossible de résister à la colonisation. Donc il a fallu prendre les meneurs et les expatrier tout simplement pour les incarcérer sur une île en l'occurrence ou ailleurs. Ensuite, parmi certains résistants algériens, il y en a un certain nombre qui ont été du moins expulsés au bagne en Nouvelle-Calédonie avec d'autres communards français d'ailleurs de métropole. Et ils ont traversé la moitié de la planète. Ils sont partis à l'opposé de la planète en vérité. Donc dans les années 1830, 40, 50, dans ces eaux-là.
Et ils ont fait souche là-bas, ils ont vécu. Maintenant, il y a encore des descendants à eux. J'avais mis un reportage qui était intéressant qu'on trouve sur YouTube. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, qui expliquait un petit peu leur histoire. Donc, ça s'appelait les Algériens du Pacifique, je crois. Donc voilà, ça c'est un cimetière. Il doit y avoir le cimetière de Crimée un peu plus bas. Donc le cimetière de Crimée, si je, par déduction, je pense que c'est en rapport avec la guerre de Crimée. Je le vois d'ici, il y a des croix. Donc ils sont en fait mitoyens, les deux cimetières. Vous avez une vue sur la mer, hein, parce que en fait, ça descend pour arriver ici. Donc le cimetière musulman, vous voyez, il n'y a que des barrières. Il n'y a que des... Voilà, une petite barrière toute simple. Vous pouvez rentrer comme vous voulez. Hein. Et puis à côté, vous avez le cimetière chrétien. Donc je pense que c'est le cimetière militaire. Je vais regarder la plaque. Donc c'est des soldats qui sont enterrés ici, je suppose. Ou alors c'est juste symbolique. Je ne sais pas si c'est vraiment... Ah si, c'est ça. Hein. C'est bien ça, un cimetière des combattants de la guerre de Crimée 1854-1856. Donc est-ce qu'il y a les noms ici? Probablement. Donc c'est les soldats français qui sont décédés durant ce conflit. Vous noterez bien qu'ils sont allés faire la guerre et ils sont morts donc pour la France, mais en Crimée. La Crimée, c'est dans le cœur de l'actualité, vous connaissez. Bah, c'est en Ukraine, quoi, actuelle, parce que la Russie a récupéré récemment. Donc, 30 militaires de l'armée française morts en 1856 à l'île Sainte-Marguerite par la suite des blessures reçues en Crimée. Voilà, pardon. Donc ils ont été blessés, ils ont été rapatriés et ils sont décédés ici. Mais ils sont morts à l'étranger, si vous voulez. C'est la cause de leur mort, elle vient d'une guerre injuste. Il n'y a pas de guerre juste. Il y a que des guerres défensives, là elles sont justes, mais les guerres où vous partez aux antipodes, enfin très loin de chez vous, que vous allez faire la guerre et que vous mourrez, vous avez été sacrifiés. Voilà, ça c'est des gens qui ont été sacrifiés, c'est tout. Pour les intérêts occultes de l'état profond, encore une fois. Paix à leurs âmes. La plupart des gens qui sont morts dans ces guerres, ce sont des gens innocents. Je crois qu'il n'y a même pas de coupables. Il y a que des soldats. Le visiteur remarquera que certaines croix de ce cimetière portent la mention de 14-18. Or, la guerre de Crimée date de 1854-56. En 2006, lors de la rénovation de ce cimetière militaire, là c'est mieux, initié par la ville de Cannes et le Souvenir français, plusieurs croix cassées ou usées par l'âge ont dû être remplacées. Ces croix épais, très difficiles à trouver, proviennent du regroupement de cimetières militaires de la Grande Guerre. Je n'avais pas fait attention, mais bon, c'est bien de le noter. Donc là, c'est des soldats, donc ils ont défendu la mère patrie, hein, n'est-ce pas? Et à côté, c'était des prisonniers. Donc pas de nom, pas de stèle, même pas un petit truc, un petit respect à eux, parce que ils sont rien demandé, ils se sont fait coloniser, ils se sont fait ramener, ils se sont fait, voilà. Je trouve ça irrespectueux, mais bon, c'est pas grave, c'est la France, c'est l'histoire coloniale maçonnique, hein. C'est parce que c'est la maçonnerie, c'est rien d'autre. Hein. Là, vous avez les soldats, bon, c'est un contre-jour, on voit pas super bien. Donc c'est carré, ils ont des croix et des sépultures. Ils ont combattu, c'était les soldats. Et là, vous avez les soldats. Les prisonniers, pardon, donc ils ont été déportés, prisonniers, ils sont morts. Ah, peut-être si, je vois qu'il y a des petites pierres, je vais regarder parce que j'ai pas bien vu. Il y a une petite pierre, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'indication. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a juste des... Voilà. On suppose qu'ils sont là. Imagine que la tête est par là. Donc ça, les pierres qui sont là, c'est pour indiquer la tête du défunt. Donc quand vous arrivez dans un cimetière, dans la tradition islamique, on sait que là-haut est la tête, on se met en face. Parce que le cimetière, le décédé, quand vous venez, vous pouvez lui faire des invocations pour son salut. Et il se lève et vous regarde, donc se mettre en face, donc au niveau de ses pieds, le regarder en face. Et le saluer, et faire des invocations auprès du Créateur pour son salut. Ça, c'est l'histoire de la France. Voilà. C'est intéressant de le savoir. Je ne sais pas si Eric Zemmour le sait, évidemment, puisqu'il le sait. Évidemment qu'il le sait. Puisqu'il sait tout, lui, Gargamel.
Enfin bref, c'est l'histoire de ce pays. Là, vous avez un exemple assez flagrant de l'irrespect. En fonction de où vous vous trouvez, vous n'êtes pas le même humain, vous n'avez pas le même respect. Là, vous avez servi les intérêts des banques et des empires, la destruction des empires. Donc, on vous reconnaît comme artisan de la destruction de l'empire et donc des intérêts. Vous avez travaillé dans les intérêts, pour les intérêts des Rothschild et compagnie. Et là, vous êtes les gens qui se sont fait expulser, spolier et emprisonner. Et vous n'avez même pas le respect de votre humanité. On vous enterre, on met 3 cailloux, loin de votre terre natale. Et on vous considère comme des obstacles, tout simplement. Mais bon, on va quand même on va dire que c'est un cimetière. Chez les musulmans, on est d'accord que les sépultures ne sont pas ornées. On met juste, voilà, une petite pierre. Enfin, on délimite tout simplement pour savoir où se trouve la tombe. On peut mettre des versets coraniques, ce genre de choses. On peut mettre les noms des défunts. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas de caveau, il n'y a pas de fleurs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi quelqu'un a mis des fleurs, je ne sais pas où est-ce que je les ai vues. J'ai vu un bouquet de fleurs là. Où est-ce que je l'ai vu? Quelqu'un qui a dû vouloir rendre un hommage, peut-être il est là-bas. Mais c'est totalement inutile. Hein. En islam, on ne met pas de fleurs. Alors il y a des choses un peu étranges qui se font hein, dans les cimetières musulmans. On arrose les tombes, on plante des arbres dans les allées pour leur apporter de l'ombre selon. C'est absolument pas la tradition. Je veux dire, c'est même ce qu'on appelle de la bid'a, de l'innovation. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Ça se fait. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. J'invente rien, je l'ai vu de mes yeux. Donc je sais de quoi je parle. Voilà, c'est comme ça. Et alors, à tous. Ça doit être, je sais pas, il doit y avoir il y a un éclair divin qui tombe du ciel quand on dit des choses que Yahvé réprouve. La morale, mais surtout Yahvé réprouve. Yahvé, vous savez, il y avait le dieu barbu, enfin le démon barbu, que certaines religions, enfin qu'une religion vénère, et c'est qui aurait donné une terre sainte à des génocidaires, parce que ceux qui sont génocidaires, c'est la pensée sioniste. Hein. Si vous êtes juif sioniste, vous êtes un génocidaire. Et c'est eux qui se revendiquent comme étant légitimes dans une terre que soi-disant leur Yahvé barbu, donc qui s'est fait adorer sur toutes les montagnes à travers l'humanité, puis à la fin il a dit tiens Yahvé c'est un bon déguisement, et puis je vais trouver un peuple élu, parce que c'est bien de me dire que je vais faire comme la vraie religion, du Dieu unique, je vais le sampler. Dieu il a donné une terre à un peuple, ben moi je vais avoir mon peuple à moi, je vais leur donner une terre aussi. Il a rien, il a pas de peuple, il a pas de terre, mais forcément il l'a volé. Il a créé un peuple qui n'existait pas, un peuple, allez voir, le peuple bancal. Il leur a donné tous les droits, vous pouvez dérouiller tout le monde. Donc pour un Dieu miséricordieux, et je sais pas, ça me choque moi que les gens ne comprennent pas ça. Puis après il leur a dit, il leur a donné des commandements évidemment, il leur a donné une pureté de la race. Oh. Alors vous savez le point commun entre ces deux personnages? Vous savez pas hein. Je vous le dirai pas. Non, si je vous le dis, c'est deux juifs sionistes. Harrison Ford et Stallone, deux juifs sionistes. Faut juste le savoir. C'est étonnant, hein. Ah mon Dieu, mince. Moi, je voulais parler de l'entrisme des frères musulmans. Et je voulais reprendre les phrases que Éric Zemmour disait à la télévision tous les jours sur les musulmans, sur leur comportement. Il y a, je sais pas combien, je sais plus si c'est lui ou un autre qui disait, parce qu'il y en a tous les jours hein, des punchlines hein, pour parler français. Anti-islam évidemment tous les jours à la télévision française où on insulte les musulmans, où on invente des choses, ça devient des contes et légendes. Et là il y a un, je ne sais plus qui disait qu'il y a 6 ou 7 millions de musulmans en France et c'est potentiellement non c'est vrai que c'est des Algériens, je crois qu'il parlait des Algériens, il y en avait je sais plus combien de millions, 1 million, 2 millions, j'ai oublié les chiffres mais un truc comme ça, et potentiellement c'est tous des islamistes, il faut pas leur donner des armes parce qu'ils peuvent tuer des gens, voilà, un truc comme ça, tranquille, normal à la télévision, hein, normal. On peut faire ça, on peut dire ça, je veux dire. Pas de problème, ça marche. Ouais, ça pose pas de soucis, donc c'est incroyable. Moi, je ne savais pas, je pensais qu'il y avait des lois dans ce pays. Non. Par contre, dire que telle personne est sioniste et qu'elle donne de l'argent pour une cause criminelle, ça c'est antisémite. Ouais.
Waouh, il faudra déjà commencer par être sémite, les amis. Commencez déjà par l'être. Vous ne l'êtes pas. Déjà, c'est une fumisterie, mais bon, si on veut prendre les choses, vous ne l'êtes pas. Si on prend votre discours, votre point de vue, vous ne l'êtes même pas. C'est ça qui est génial. Mais ça marche, hein, parce qu'ils ont réussi à entuber du monde comme ça. Enfin bref. Donc j'allais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais sauf que là, je suis pas en direct, donc ça va être difficile. Vous pouvez me poser des questions, mais ce sera en commentaire et il y aura un décalage. Donc ça n'a pas de sens. Enfin bref. Donc bon, bah, ça présente plutôt bien l'avenir, non? Si on se projette dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la France? Donc l'État soumis à Israël, c'est ça la France. C'est la France, mon cher ami, avec Éric Zemmour. Avec sa fausse tête, là, il a mis un casque, là, un chapeau, enfin, un bonnet, là. Je sais même plus comment ça s'appelle, un képi, pardon. Qu'il a mis pour pendant un salon de l'armement à Paris, où des sociétés israéliennes sont venues exposer leurs armes, tranquilles, en toute détente, normale. Et il a mis donc un képi. Il était content en plus. Oh, il était content. Sur Horoto, il était content. Je le rappelle encore une fois, Éric Zemmour est un Maghrébin qui n'a rien de français. Son père et sa mère. Alors son père, il s'appelait Raymond ou René, et sa mère, elle devait s'appeler peut-être Raymond ou Colette. Enfin, ils ont pris des noms bien français. Ensuite, quand ils sont arrivés en France, ils ont continué à donner des noms français à leurs enfants, mais ils leur ont rajouté Moshe, ils auront rajouté le deuxième effet qui se coule. Donc ils ne sont pas restés juste sur le côté on se soumet à la nation occupante, parce que les grands-parents d'Éric Zemmour, ils sont nés pendant l'époque coloniale. Donc ils ont pris des noms français, leurs parents leur ont donné des noms français, c'est ses grands-parents. Ensuite ses parents, ils avaient donc des noms français aussi, parce qu'ils sont soumis à la force occupante, évidemment, la France. Et puis ensuite, eux, ils ont donné des noms à leurs fils, mais ensuite ils sont venus en métropole. La guerre est passée par là, l'indépendance a eu lieu, donc il n'y avait plus de domination française sur l'Algérie. Sauf que si on remonte à ses arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, je sais plus si c'est 4 ou 5 générations sous l'occupation française, ben là, à ce moment-là, on se rend compte que donc de son côté, ben, ils avaient des noms hébraïques en fait. Et là on se dit tiens, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ils s'appelaient, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, Rachel et Abraham. Puis ensuite, d'un seul coup, Colette et Raymond, ou Raymond et Colette, ou je ne sais plus quel nom ils avaient, ses parents, ses arrière-grands-parents. Enfin, ses arrières et ensuite ses grands-parents. Bah, en fait, si, il y a un élément qui est passé. Comme il est mal dire. En France, on fait comme les Français, autrement dit, à Rome, on fait comme les Romains. C'est marrant, ça, parce que ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils ont collaboré avec une force occupante. Pendant 1000 ans, comme il disait à répéter, ça fait 1000 ans que je suis en France. Moi. Donc pendant 1000 ans, il était au Maghreb musulman, ils avaient le droit de s'appeler comme ils voulaient, en fonction de leur religion, ils avaient une liberté totale, et je dis bien totale. Évidemment qu'il y a eu des petits soucis, vous n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Ils avaient une liberté totale de culte, ils avaient leur propre synagogue, ils avaient leur propre tribunaux rabbiniques, évidemment, ils avaient leurs coutumes, leurs pratiques, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renverrai à l'excellent livre de Gilles Taïeb qui s'appelle « Être juif au Maghreb à l'époque de la colonisation ». Pour info, juste pour info. Allez, j'en ai parlé plusieurs fois. Un petit livre, 120 pages, 130 pages, assez complet sur le fonctionnement des Maghrébins et des communautés juives maghrébines avant la colonisation française. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Pour le coup, ce Gilles Taïeb a été plus qu'honnête, vraiment. Il a été carré, je pense qu'il a... Ça, on peut le saluer même pour le courage d'avoir écrit ce livre-là, parce que pour sa communauté, c'est chaud. Mais il y en a toujours eu des gens honnêtes dans cette communauté, sauf que c'est pas eux qu'on entend. Voilà, comme chez les musulmans. Est-ce qu'on voit là? Non, on voit pas. Mais on me voit quand même. Là, ça... Je viens de passer là, ça sent le shit. Je sais pas qui est-ce qui fume sur le banc où je passe à côté. Ça sent le shit à 15 bornes. Bref. Et donc, il y a un truc qui s'est passé. C'est qu'on a l'hypocrisie d'un gars qui vous dit qu'en France, on s'adapte. Enfin, si on est en France, on s'adapte à la communauté. Donc dans le comportement, dans l'attitude, dans tout ce qu'on veut. Sauf que eux, ses ancêtres, ils ont fait le contraire. Ils ont gardé leurs coutumes, leurs pratiques, ils vivaient qu'entre eux. Mais, et là c'est un phénomène encore plus grave, c'est que quand les colons sont arrivés en France, quand l'armée française est arrivée en Maghreb, je veux dire en Algérie, quand ils ont volé le pays avec des forces, avec des armes, avec une guerre qui a duré presque 40 ans, la guerre ils appellent ça de pacification, c'est le mot des millions de morts, mais c'est pacification, je connaissais pas, c'est la même chose. Et bien à ce moment-là, eux,
Ils n'ont pas fait comment on fait à Rome, puisqu'on n'était pas à Rome, mais ils ont fait comme tout bon soumis, ils se mettent le puissant du jour, ils ont rebaptisé leur nom avec des noms français. Ça aurait été des Allemands, ils auraient eu des noms allemands. Ça aurait été des Italiens, ils auraient pris des noms italiens, des prénoms italiens. Voilà. Voilà Éric Zemmour, comment il fonctionne, voilà comment la crapulerie de ces gens-là fonctionne. Voilà. Donc je vous laisse imaginer la valeur de ces gens. C'est de l'hypocrisie. C'est incroyable. Et après, ça vient chialer, ça vient parler de communauté, de valeurs françaises. Alors que le mec, il est français juste pour un décret d'un mec qui s'appelle Isaac Adolphe Crémieux. Donc c'est un communautariste, c'est une 5e branche, une 5e colonne qui était déjà là. Il était préfet ou je ne sais quoi, il était déjà dans l'élite du gouvernement, enfin dans l'élite. Il avait ses entrées dans les gouvernements, dans les gouvernements français. Il a réussi à faire passer cette loi. Même si elle a été abrogée, ensuite elle a été remise. Et donc à la fin, les juifs français que vous avez maintenant, ils sont juifs, ils sont français parce que ils ont réussi à se soumettre intelligemment pour pouvoir ensuite mieux infiltrer la France une fois la conquête, la colonisation terminée et la guerre d'indépendance arrivée. Ils ont réussi à enfler tout le monde. Et l'enflage, je ne sais pas comment on peut dire ça, continue toujours, tout le temps. Et là maintenant encore plus fort que jamais. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bon, sur ce, je vais en rester là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous et que Dieu vous garde. Salut Jean-Mich Boule, ça faisait un bail, dis-moi qui tu nommes, de qui suis-je l'habillage, Klaus Schwab, sa mère la chauve, ça fait jaser dans les bars, AstraZenequiste, affirmé en France, ce pays qu'on adore, détesté, je t'aime, soumission absolue, autant on emporte, Satan sans biflage. Et si votre dépouillage se rapporte au CAC 40 de votre déplumage, alors vous allez morfler sévère. Picasso, la fantôme y jouait. Abruti réfractaire, dans mes veines lâche nos feux, danse de la botte qui chausse du 49 froid. Ton oseille c'est à nous, sur la tête à Brichel, sans biflage dans nos hôpitaux, rivostriement votre. Abruti réfractaire, bien sûr nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Ce projet c'est pas le nôtre, oh non. C'est Jacques, a-t-il l'arme la plus létale du libéralisme, en toute responsabilité. Dans nos hôpitaux, je devenais radis. De qui suis-je l'habillage en traversant la rue? Cigadloupe, je finis sous les essieux. Rivostrilement, votre adieu Jean-Mich Boule, la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là, dans les deux pauvres mois. Adieu Jean-Mich Boule, j'ai bébé veille mon démon. Adieu Jean-Mich Boule, j'ai bien envie de vous emmerder. Adieu Jean-Mich Boule, je suis un missionnaire satanique. Adieu Jean-Mich Boule.